Allez, bonjour à tous, bonjour Bruno. Bonjour Thomas. Bienvenue à tous, bienvenue sur Pas le temps de jouer épisode 1, le pilote. Qu'est-ce que c'est Pas le temps de jouer? C'est le podcast des explorateurs du backlog et des jeux sous blister. On revient en fonction de l'actualité, des sorties sur des sagas et des jeux qui traînent dans notre catalogue. Est-ce que ça vaut le coup d'y rejouer? Est-ce que ça reste plutôt dans nos souvenirs? C'est ce qu'on va essayer de faire dans ce podcast. Podcast d'une idée de Bruno qui s'est dit il y a plein de gens qui parlent de jeux vidéo et qui en parlent mal, nous aussi on peut aussi mal en parler peut-être, ou peut-être mieux. Oh, je pense qu'on peut plus mal en parler que bien, mais on verra. Écoute, on va voir, on va essayer. Aujourd'hui pour ce premier épisode on va parler de Dead Space, c'est le sujet de Bruno. Oui, parce que je me suis réinfligé la trilogie, donc je peux faire une petite rétrospective de ce qui va et ce qui va pas. Et déjà, tu t'es réinfligé, déjà c'est prometteur de ce que tu viens de nous dire quand même. Surtout la fin. On est d'accord. Moi je vous parlerai plutôt de Devil May Cry puisque c'est la sortie de Devil May Cry 5, donc je vais parler un peu plus du dernier épisode et puis qu'est-ce qu'a apporté la série en termes de beat'em all, etc. Il y a pas mal de choses à dire aussi et je pense que ça va être aussi intéressant. Et comme je disais au début, c'est le podcast des backlogs, donc on parlera effectivement des jeux qu'on a joués, rejoués après coup. Est-ce que du coup ce sont des jeux qui sont toujours intéressants à jouer aujourd'hui? C'est pas forcément toujours des jeux vieux, mais on verra, on en parlera tout à l'heure. Et puis on finira avec un peu nos coups de gueule et nos coups de cœur aussi sur un peu de tout petit sujet, toujours en rapport avec le jeu vidéo. Eh bien écoutez, pas le temps de jouer, c'est parti. Et donc pour commencer, comme on vient d'annoncer, je vais parler de Dead Space un petit peu et de la saga dans son ensemble, à savoir ce qu'elle a apporté et ce qui est intéressant encore aujourd'hui et ce qui l'est moins. Et à quel moment elle s'est perdue surtout, parce que c'est une saga qui n'a pas très bien fini. Dead Space 1 est arrivé à un moment où Electronic Arts cherchait des nouvelles IP. On est d'accord, ils cherchaient absolument à différencier leur image, donc ça a donné quelques projets intéressants. Et Dead Space en faisait partie. C'était vu comme un Resident Evil 4 dans l'espace, en gros. Mais ce qui est très intéressant dans ce projet-là, c'est qu'il a été porté dès le début par un game designer, enfin game director, qui était clairement un artiste. Il le dit lui-même, j'avais vu une interview du bonhomme qui est très intéressante sur son approche de Dead Space, et donc il avait vraiment une vision de son jeu tel qu'il devait être. Et ils ont pris des postulats qui étaient assez intéressants pour l'époque. Ils avaient décidé que le joueur déjà devait pas parler, enfin le protagoniste devait pas parler. Au passage, tu as oublié de le préciser, c'est un jeu développé à la trilogie par Visceral Games. Par Visceral Games, oui, qui n'existe plus aujourd'hui. Malheureusement. Un studio qui a été fermé par Electronic Arts. C'est comme ça, c'est Electronic Arts. Et voilà. On le sait. Oui, mais tu as raison de le préciser. Alors, le premier, il s'appelait pas encore Visceral Games d'ailleurs. C'est juste au lancement du jeu qu'ils se sont appelés comme ça. Mais c'était vraiment un jeu, donc ils ont pris des postulats comme ça très intéressants. Donc un joueur qui devait être silencieux, pour probablement inspiré de d'Half-Life 2 d'ailleurs, à l'époque, ils le disaient même. Et on verra ce que ça amène derrière, parce que moi je trouve que c'est un défaut dans Dead Space 1 d'ailleurs, ce parti pris. Ensuite, ils voulaient pas d'interface. Pas d'interface visible, pas de compteur de munitions qui s'incruste sur l'écran comme c'est la norme à peu près dans les jeux vidéo depuis le commencement. Et ça c'était quand même quelque chose qu'on n'avait jamais vu à l'époque, où j'ai pas le souvenir, enfin tu me contrediras peut-être, mais moi j'ai aucun souvenir de jeu avec une réelle fusion comme ça de l'interface sur le joueur. Non, dans mes souvenirs, non. Je vois effectivement de ce que tu me dis. Moi, j'y ai pas rejoué, je l'ai relancé il y a peut-être 2-3 ans, donc j'ai pas souvenir effectivement à l'époque, puisqu'il est sorti en 2008, c'est ça? 2008, oui, le premier. Voilà. Non, j'ai pas souvenir. Les deux seuls jeux éventuellement qui me viennent à l'esprit pour ça, c'est Metroid Prime et Halo, mais qui trichaient là-dessus, puisqu'en fait c'était un affichage sur le casque du personnage et on avait la notion de casque physique. Alors que là, bon, c'est pas le cas. On a quand même un personnage qui est en vue de dos, d'ailleurs avec une vue très particulière qui fait que la visée est difficile. C'est volontaire de leur part. C'est une vue de 3/4 à peu près.
Ouais, c'est une vue de trois quarts, il occupe une bonne moitié d'écran quand on veut essayer aligner les ennemis. Et même le curseur de visée n'est pas au centre de l'écran. C'est volontaire. D'ailleurs, elle bouge beaucoup la visée, surtout à la manette, mais même à la souris, c'est volontaire. Le personnage tremble dans Dead Space. Je vais revenir là-dessus, mais c'était vraiment des choses qui donnaient une immersion sur ce côté de petit ingénieur perdu dans l'espace qui va affronter des vagues et des vagues de monstres. Et donc Dead Space 1 arrive là-dessus, avec un parti pris de production, donc comme je disais, très, très, très fort sur la patte artistique, principalement, donc extrêmement inspiré pour tout ce qui est design. Il y a un design industriel dans le jeu qui est absolument phénoménal, et qui est encore tout à fait valable aujourd'hui, même si les textures sont un peu cracra, faut bien le dire. Euh, le 1 a quand même pris techniquement a vieilli Oui, je trouve, sur les textures. quand je l'ai relancé, effectivement, au niveau des textures, ça pique. Pourtant, Ouais. dans mes souvenirs, c'était un jeu qui était magnifique à l'époque, hein. C'était un jeu qui était magnifique, avec des effets de lumière incroyables, et vraiment un travail sur l'ambiance et sur les dominantes, les tons dominants. C'est quelque chose qui est très très important dans Dead Space. On, il communique beaucoup de choses et d'émotions, enfin pas forcément d'émotions, mais au moins d'impressions par les teintes de couleurs. Par exemple, quand on se retrouve sans air dans l'espace, toute la teinte vire au bleu et on a physiquement froid. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose que je ressentais quand j'y joue, et même quand j'y ai rejoué là, on a vraiment cette impression de chute de température qui est communiquée juste par un changement de teinte à l'écran. C'est un jeu à ambiance, de toute façon, il faut le dire, hein, C'est un jeu à ambiance. Le travail sur le son est phénoménal. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs qu'ils ont beaucoup travaillé à l'époque et qui m'a fait rire, puisque Dead Space a été développé sur un moteur qui leur est propre. C'est un moteur propriétaire qu'ils ont. Et quand ils sont allés voir les développeurs en leur parlant de ça, euh, les développeurs, le son en général, ils faisaient ça à la fin. C'était encore à l'époque, c'était les 360 et PS3. Le son, il prenait ce qui restait en termes de puissance machine derrière pour générer de l'ambiance. Et eux ont mis vraiment une énorme pression pour avoir un moteur pour qu'il ait le maximum de place pour gérer l'audio. Et c'est quelque chose, je pense que même encore aujourd'hui, il y a peu de jeux qui atteignent ce degré-là de perfection en termes d'ambiance sonore et de gestion de l'espace d'ailleurs. C'est un jeu qui est sorti en 5 points à l'époque. Faut voir que sur Xbox 360, c'était pas la majorité des jeux qui sortaient avec un 5 points maîtrisé. Mm. Je pense que toi comme moi, on a des souvenirs de ce jeu 10 ans après y avoir joué, juste sur des sons comme ça qui te percutent littéralement. Euh, Entre autres avec les passages justement sans air où le son devient très étouffé, on n'entend plus que la respiration du héros, avec les contrastes avec la machinerie industrielle du vaisseau, Tout à enfin fait. vraiment quelque chose. Moi, les souvenirs Ouais, que j'en ai, et le parallèle que je pourrais faire à un jeu un peu plus récent, c'est avec Alien Isolation, où on mhm, retrouve effectivement ces petits bruits d'ambiance. Voilà, on marche dans un couloir, effectivement, c'est industriel. On va entendre des bruits métalliques de boîtes ou de barres qui tombent par terre, et qui met du coup une pression permanente sur le joueur par l'audio. Comme dans Alien ouais. Isolation, on se dit, il y a quelque chose derrière nous, on se retourne, on va voir, non, il n'y a rien. Tout est joué effectivement dans l'ambiance, et par la partie audio a vraiment un énorme rôle, je trouve, dans le jeu. Ah, sur Dead Space, c'est phénoménal. C'est vraiment une des parties les plus importantes du jeu pour moi, et qui façonne justement cette ambiance, et on va y revenir d'ailleurs pour les suites, et voir à quel point je trouve que le 1 est largement supérieur aux deux autres à ce niveau-là. Euh, Après, c'est un jeu qui avait toutes ces qualités-là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une production incroyable, une ambiance fabuleuse, et ce qui fait que on lui passe un peu ses défauts pour moi. Euh, le défaut principal, je le disais, alors ils ont voulu faire un héros muet pour que le joueur puisse s'impliquer plus facilement, voilà, qu'on se sente plus, puisqu'il n'y a rien de pire que quand un héros dit quelque chose que le joueur n'a pas envie de dire. Le problème, c'est que c'est une arme à double tranchant de faire ça. En l'occurrence, Dead Space, vers la moitié du jeu, on commence vraiment à se sentir guidé et à sentir qu'on n'est pas. Je sais pas comment t'expliquer ça. On ne fait que suivre des ordres. Et on ne sait pas pourquoi. On vous dit, on fait un truc et on vous dit, bah tiens, il y a ça qui est cassé, va le réparer en gros. Ça, c'est Et le puis on problème fait le truc. d'un jeu qui est fait assez linéaire dans sa narration. Et au Oui, final, on suit la narration que le développeur a prévue.
Et le fait qu'on soit Voilà. muet, finalement au début ça paraît dans une position où tu peux t'impliquer, tu peux te dire je suis dans la position du personnage, mais très vite tu te rends compte que en fait le personnage ne fait suivre que le scénario qui a été établi à l'avance, et finalement tu subis l'action, ce qui est peut-être pas plus mal finalement vu par rapport à l'histoire du premier. Alors, c'est pas plus mal, mais ça aurait pu être fait différemment. C'est-à-dire que là, le problème, c'est qu'on n'est vraiment pas impliqué. Honnêtement, hein, moi, les objectifs qu'ils me donnaient, je suivais l'objectif et voilà. Et puis, mais on n'a pas, il n'y a pas beaucoup, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'imprévus ou de décisions qui sont faites par le protagoniste. C'est vraiment, on lui dit d'aller activer l'interrupteur, il va activer l'interrupteur. Et s'il y a 3 étapes intermédiaires, on va lui donner les 3 étapes intermédiaires pour aller activer l'interrupteur. Donc c'est quelque chose, par exemple, qu'Half-Life 2 maîtrise beaucoup mieux dans sa narration, avec justement des embranchements où le joueur se retrouve, où le scénario déraille en fait, par rapport à ce qu'on lui a donné comme objectif. Et donc on a cette impression que ben, voilà, on est livré à nous-mêmes et on doit trouver une solution alors que personne n'avait prévu. Dead Space non. Dead Space on a vraiment on est toujours guidé, et alors surtout la fausse bonne idée pour moi c'est le fil d'Ariane. Donc le fil d'Ariane, pour faire une petite explication rapide, c'est il y a une touche dans Dead Space où vous appuyez dessus et le personnage projette au sol un faisceau lumineux qui lui indique dans quelle direction aller. Alors dans un survival horror, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exploration, ou très peu, où l'exploration, c'est juste on voit une porte, on appuie sur le fil d'Ariane, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le fil d'Ariane ne va pas vers cette porte-là alors qu'on peut l'ouvrir. Bah, on sait que c'est une petite salle annexe dans laquelle on va trouver quelques petites options supplémentaires, mais ce sera tout. On sait que c'est pas le chemin principal et ça sert à, voilà. Il y a que 2-3 moments dans le jeu où j'ai réussi à à faire des objectifs dans le désordre en fait, par rapport à ce qu'il voulait, justement en me forçant à explorer des salles qui n'étaient pas sur le fil d'Ariane. Mais, euh, mais ça c'est vraiment quelque chose qui renforce ce sentiment de on n'est pas impliqué quoi. Oui. Après, faut revenir qu'on est aujourd'hui, on a quand même été baigné depuis quelques années par des open world plus ou moins bien maîtrisés, et que à l'époque, c'était un jeu quand même les jeux étaient assez linéaires. Ah mais on peut faire linéaire sans véhiculer cette impression-là. Moi je me suis tu prends Resident Evil 4 qui est extrêmement linéaire, voire encore plus, parce que les embranchements, il n'y a pas d'exploration dans Resident Evil 4 ou très peu. Enfin dans mon souvenir, tu me contrediras peut-être. Non, effectivement. Euh, et pourtant, c'est un jeu sur lequel tu es impliqué en tant que joueur. Alors que le scénario est débilissime. Hein. Ah, Enfin voilà, on n'y croit pas une seconde à ce qu'on fait. Les ennemis sont ridicules, etc. Et pourtant, on est à fond. Donc pour moi, il y a quand même eu quelque chose comme ça, un petit décrochage entre leurs intentions et ce qu'ils ont réalisé. Bon, c'est pas très grave hein, en soi. Ça n'empêche pas le jeu d'être extraordinaire et encore aujourd'hui. Je pense que Dead Space 1, euh, aujourd'hui, alors il faut pas hésiter à le mettre en mode dur, par contre, surtout si on joue sur PC. Moi, franchement, ça a été une promenade de santé. Je l'ai fini en mode normal et je pense que j'ai dû mourir 4 fois, peut-être 5, et encore 4 fois au même endroit parce que à cause d'une zone de collision un peu bizarre. Euh, et je l'ai fini en revendant des medkits par pack de 10. Voilà, ce qui pour un survival horror est quand même un petit peu gênant. voilà. Euh, On peut se poser la question effectivement, est-ce que c'est un survival horror à 100%? Bah, je pense qu'en mode dur, oui. Voilà, en mode dur, oui. Alors par contre, les petites choses qu'il faut savoir quand on y joue encore aujourd'hui, c'est que bah, c'est un jeu qui n'a pas eu de remaster, donc il n'est pas disponible ni sur PS4 ni sur Xbox One. Donc ça veut dire passer sur PC. C'est pas très grave, c'est juste qu'il plante au lancement. Et il a quelques tares qui n'ont jamais été patchés. Et ça, c'est pas très grave en soi, mais il faut juste absolument jouer avec la synchro verticale, sinon c'est dégueulasse, tout simplement. Et si on joue avec la synchro verticale, on peut pas jouer à la souris. Voilà, ça c'est une Donc, première chose. C'est un jeu. trouver une PS3 ou une 360. Alors, ou faire comme j'ai fait, c'est-à-dire y jouer avec le pad sur PC, hein, c'est pas sale, et ça se joue très bien, et j'ai fini le premier comme ça, vraiment sans aucun problème. Et pour la solution du jeu qui plante au lancement, les forums sont pleins de solutions, il suffit juste de créer un répertoire dans le dossier pour qu'il puisse aller charger ses fichiers de configuration. Oui, c'est Donc ça l'époque c'est. où effectivement les jeux, les conversions PC, c'était quand même pas ça, hein. Ah oui, puis là clairement le jeu c'est Windows 8 et 10 qui lui plaisent pas du tout. Donc bon, ça c'est passons. Et donc là, je vais enchaîner sur Dead Space 2. Donc je pense qu'ils étaient conscients de ça, de ces petits écueils qu'ils avaient eu sur Dead Space 1.
Et donc ils ont cherché à faire quelque chose un peu plus spectaculaire, parce que je pense que Dead Space 1 c'est pas très bien vendu. Moi je me souviens l'avoir acheté peut-être 3 semaines après sa sortie, il était déjà à moitié prix Mm. à l'époque. Et du coup, dans Dead Space 2, ils ont vraiment cherché à en mettre plein la vue. Alors ça donne quoi? Ça donne un côté très hollywoodien dans plein de situations, avec un héros qui passe du statut d'ingénieur très pâteau d'ailleurs. Il était très lourdingue et très difficile à manipuler dans le premier. D'ailleurs, ça renforçait cette impression, C'était comme je voulu. disais, de. C'était voulu. Le problème, c'est que au niveau de l'implication, des fois dans les dialogues, on avait en plus un personnage qui était très passif, même d'un point de vue animation. Donc, bon, enfin Mm. bref, je revenais sur mon point d'avant. Et donc dans le 2, on a un personnage qui est beaucoup plus rapide. On a clairement quelque chose qui a été mis beaucoup plus sur l'action. Euh, mais paradoxalement, le jeu est sur plein de points de gameplay pur et plus réussi que le 1. Euh, il est plus rythmé. Il y a pas de pause. On est beaucoup plus impliqué. Alors même si les dialogues sont débiles, on reste dans de la série B absolue, hein, avec une histoire qui tient pas la route, ou du moins, enfin bon, toute leur histoire de secte qui veut la fin de l'humanité. Bon, soit. Chacun trouvera son intérêt là-dedans s'il le souhaite. Moi, ça m'est passé complètement au-delà et je m'en fiche complètement. Euh, mais vraiment, en termes de variété, le jeu tient quelque chose, quoi. Il y a vraiment des scènes beaucoup plus intéressantes. Ils ont corrigé quelques petits problèmes de maniabilité. Euh, mais grosso modo, le jeu est droit dans ses bottes. C'est le 1 avec un peu plus, plus grand spectacle. Tu perds un peu en ambiance, malgré tout. Je trouve entre autres tout le lieu principal est moins agréable et moins impressionnant que pouvait l'être C'est l'Ishimura. du déjà vu, hein. C'est du déjà vu. Et puis, euh, et puis ils ont tendance quand même à. Enfin, voilà, le taquet sur l'action est un petit peu pas fabuleux par moment, quoi. Il y a quand même des moments où tu te prends des vagues de monstres longs, c'est long. Voilà. Mais le jeu reste, pour le coup, beaucoup plus impliquant. Parce que ton personnage parle, ça y est, ils avaient compris que c'était pas forcément une bonne idée. Bon, il dit que des conneries, mais au moins on le sent impliqué. Et du coup, enfin, moi je sais que je me suis plus impliqué dans ce qui se passait, et j'avais plus envie d'aller voir la suite, et j'avais pas cette impression d'être guidé. Entre autres d'ailleurs parce qu'on ne donne pas beaucoup d'objectifs dans celui-là, et souvent tu te retrouves perdu avec même le fil d'Ariane qui marche plus. C'est tout Mm. bête, mais c'est très bien. Dans mes Pardon, souvenirs, tu voulais dire oui, quelque oui, chose? effectivement, dans mes souvenirs, dans le 2, effectivement, je lui confirme tout ce que tu me dis, enfin, je suis assez d'accord. Mhm. J'avais effectivement l'impression qu'on était plus vraiment en mode survie où le personnage essayait de survivre aux événements. Et le fait Ouais. qu'il parle permettait un peu de renforcer ces impressions-là pour tant que Mm. joueur. Alors effectivement dans le premier, oui, on l'a déjà dit avant, c'est un peu couloir, ouais, on subit, mais on le subit dans le mauvais sens. Mm. Je suis complètement d'accord. Et du coup, ça tu perds en implication. C'est dommage. Mais donc là, voilà, le jeu, honnêtement, le 2, alors pareil, je recommanderais de le mettre en mode hard direct. Bon, alors après, moi j'ai eu la mauvaise blague d'avoir des bonus Electronic Arts que j'ai pas fait attention et que j'ai activé, et ce qui fait que je me suis retrouvé avec quasiment toutes les armes du jeu au départ. Puisqu'à l'époque je l'avais fait sur PS3 et apparemment mon compte Electronic Arts est lié avec celui sur PC. Donc, bref, ça c'est un autre débat. Mais du coup, j'ai un bon souvenir. Du coup, le 2 m'a vraiment plu au final. Je préfère toujours l'ambiance du premier, clairement. Mais vraiment d'un point de vue gameplay, il y a des passages dans le 2 qui sont vraiment sympas. Après, on est vraiment dans un jeu d'action à la Uncharted où il y a plein de moments où on se dit ah, il a survécu là? Vraiment? Enfin, on se fait catapulter dans le vide, tirer dessus, il y a un énorme monstre de 400 kilos qui t'arrive. Enfin, voilà. Il y a un petit côté too much, surtout dans l'accumulation. C'est-à-dire que ce serait qu'une fois, ça va, mais il y a des scènes en 10 minutes, le type il doit finir, il a plus aucun os entier dans le corps. Même avec une armure, même avec tout ce que tu veux. Donc c'est un peu dommage, mais ça reste un bon moment. Et puis surtout les ennemis, il y a un nouvel type d'ennemi dans celui-là, et je crois que c'est le pire de Dead Space, d'un point de vue joueur, hein. Mais par contre, du coup, c'est génial. Dans un survival horror, c'est des ennemis fabuleux, quoi. Qui se cachent derrière des murs, avec un cri, qui fonctionne en meute. Je sais pas si tu t'en souviens. Ah, pas du tout. Tu t'en souviens pas? C'est des espèces de trucs, en fait, tu les vois juste passer la tête du côté du mur pour te regarder.
Et en général, quand il y en a un qui te regarde, c'est comme les raptors de Jurassic Park, t'en entends un qui crie sur le côté et qui te fonce dessus. Non, ça me parle pas du tout, mais Ça te parle non, pas du j'ai tout? très peu de souvenirs du 2. Autant D'accord. le 1, pour moi, reste mémorable, Mhm. mais le 2, j'ai des bons souvenirs sur la première partie, de certains passages, Ouais, mais voilà, j'ai assez, mon esprit a un peu occulté des gros passages de cette version-là. ouais, d'accord. Mais après, voilà. Donc moi, comme je dis, j'ai passé un bon moment. Alors du coup, je l'ai fini encore plus vite que le premier. Euh, Peut-être parce que je venais de m'enfiler le premier, donc j'étais quand même assez à l'aise d'un point de vue gameplay. Et puis surtout que sur PC, la souris marchait sur le 2. Ils avaient corrigé le problème. Donc ça simplifie quand même pas mal de scènes, Ouais. pour La être visée à la honnête. souris, surtout dans un jeu comme Dead Space, c'est c'est quand même presque de la triche, hein. Alors, en l'occurrence, oui, clairement. À moins de le régler en mode. C'est un Enfin, jeu voilà, je pense qui a que été fait bon. pour la manette. Oui. Voilà. Et oui, oui, parce que là, moi, je m'amusais clairement. C'est un jeu, pour le rappeler, hein, les monstres ont cette particularité dans Dead Space que ça sert pas à grand chose de leur tirer dans le corps, il faut viser les membres. Et, et justement, ils s'amusent avec ça, avec des armes qui ont des rayons d'action plutôt. Qui sont plutôt des espèces de lasers tranchants, et du coup, les membres sont fins, voilà, pour forcer une visée qui est compliqué à la manette. À la souris, c'est clair que je l'ai découpé exactement comme je voulais et dans l'ordre que je voulais et j'avais pas trop de soucis à ce Tu niveau-là. l'as pas précisé en parlant dès le début du premier, mais la Oui, série Dead Space est connue pour sa partie, par exemple, d'être très gore et oui, mettait beaucoup en avant, en fait, au niveau de l'ambiance, le fait que on pouvait découper les membres des ennemis, mais aussi mm, des autres personnages, et joué beaucoup sur le gore, sur l'hémoglobine, etc. C'est un jeu qui devait être interdit au moins 18 ans, je pense, à l'époque, hein. c'était un jeu au moins de 18 ans, ouais. Ouais. Un peu trop d'ailleurs, à mon goût, il y a du gore un peu gratuit par moment. Je trouve, après c'est que mon côté, mais t'obliger à découper les morceaux des cadavres des autres pièces parce que certains types d'ennemis les font revivre, c'est un peu gratuit, je trouve. Mais bon, c'est pas très grave. En soi, le jeu est effectivement ouais, ouais, très gore. Les ennemis sont particulièrement repoussants, quand même. Oui. Mais ils jouaient Euh, leur communication sur ça, hein, en disant Ah, ils c'est jouaient. un jeu d'horreur, en fait. Pur et Ouais. dur. Alors le 2 avait même poussé le truc en disant, le slogan était d'ailleurs débilissime, mais c'était votre mère va détester vous voir jouer à ce jeu-là. Je te rappelle, la campagne de pub, c'était ça. Ça Ils fait, mettaient des ça fait mamans, très années mamans 90 américaines quand qui, même. ouais, ah ouais, qui regardaient le jeu et qui disaient oh mon Dieu, quelle horreur, voilà. Alors que le premier avait justement, pareil, c'est un point que je voulais aborder sur la fin dans l'évolution, mais c'est pas grave, je vais en parler un petit peu rapidement. Rien que les pubs des jeux donnent, peuvent résumer ce qu'ils voulaient faire avec le jeu, quoi. Le premier, c'était une musique où on voyait l'espace comme ça, le vaisseau, machin, et on avait une petite personne qui chantait une petite berceuse. Je sais pas si tu te souviens. Hmm. En anglais, alors je vais pas le chanter parce que je chante très mal. Je mettrai Oui, éventuellement un lien dans la épargne-nous ça, description du c'est très bien. podcast. Mais c'était voilà, c'était vraiment la petite berceuse comme ça, avec des images de jeu et les images devenaient de plus en plus violentes et de Ah plus en oui, plus effectivement, je me souviens. Oui, oui. affreuses. Et du coup, ça te mettait mal à l'aise parce que il y avait vraiment un côté comme ça entre la petite berceuse gentille et le côté affreux qui prenait de plus en plus d'ampleur, qui était vachement sympa. Et dans le 2, donc c'était cette pub là où en gros votre mère va détester ce à quoi vous regardez parce qu'on voyait des mères choquées par les mecs qui se faisaient démembrer et couper en morceaux. Ce qui est amusant, parce Bon. que Dead Space était un jeu qui était très gore, très sombre, très adulte, Mhm. et que dans le même temps, dans la campagne d'Electronic Arts de sortir de nouveaux IP, sortait Mirror Edge, qui était Tout blanc, à fait. rouge, très lumineux, dans une ambiance totalement différente. C'était des opposés, hein. Ah, c'était des opposés, mais par contre, ça c'est un souvenir Mirror Edge à l'époque. Je pense que je ferai un épisode entier On là-dessus. peut, oui. Mirror Edge, c'est pareil, c'est un jeu qui m'a marqué à peu près autant que Dead Space C'est pour l'époque. oui, c'est étonnant parce que c'est des jeux qui sont imparfaits sur certains points et qui pourtant ont Oui. marqué leur époque, et en tout cas moi comme toi m'a marqué en tant que joueur parce qu'ils ont apporté Ah, mais Mirror Edge, comme Dead Space, ça a apporté des choses que tu retrouves encore dans plein de jeux aujourd'hui. Euh, et Dead Space, je pense que toute cette côté intégration de l'interface comme je le disais au début, intégration de l'interface dans le gameplay, dans le jeu, le jeu qui se met jamais en pause, même quand on est dans l'inventaire, enfin c'est des choses qui n'étaient pas forcément toujours très courantes, mm, et que le jeu a vraiment, enfin tout le travail sur l'ambiance, le son, aujourd'hui, le son est quand même quelque chose qui est beaucoup plus travaillé dans les jeux, et je suis persuadé que ça vient aussi beaucoup de Dead Space. mm.
Même si ça aurait été une évolution logique, hein, la puissance aide et on s'y met de plus en plus. Mais, euh, mais vraiment, le jeu a prouvé qu'on pouvait faire quelque chose avec le 5 points, quoi. Moi, je pense que, Et pas juste. comme je disais avant, je pense qu'Alien Isolation, par exemple, est Oui. inspiré ou est allé piocher dans Dead Space. Hein. Ah, mais Dead Space a apporté en termes d'ambiance, de gestion de la lumière, ils ont fait des trucs qui, pour l'époque, étaient complètement fous. Et la musique aussi, qui était une musique peut-être Alors, d'ambiance parfois, un peu, qui s'accélérait pendant les scènes d'action, était plutôt pas alors mal la aussi. musique, ouais, la musique était une musique pour le coup très, très discrète. Il y avait très peu de thèmes marquants dans Dead Space. Mais on se souvient de la musique. On se souvient de la qualité de la musique, mais on se souvient pas de la C'est musique. ça, Moi, c'est c'est que... un peu dommage, mais Et, ouais, mais c'est pas dommage. Moi, je l'ai réécouté, l'OST, et elle est fabuleuse, quoi. Mais c'est elle est fabuleuse, c'est mais c'est une musique c'est d'ambiance. Jason Grave qui a fait quand même pas mal Mm. de bandes son après derrière. Pour mémoire, le dernier enfin le reboot des Tomb Raider. Et effectivement, c'est plutôt un mec talentueux et comme tu dis, on se souvient pas vraiment de tous les thèmes. Mais par exemple, la musique d'arrivée quand on arrive dans le système et qu'on voit l'Ishimura pour la Mm, première fois, tout à la fait. petite musique d'ambiance qu'il y a derrière, parfait. Elle est très marquante, et puis surtout, elle a un autre aspect qui est très intéressant, c'est que c'est une musique qui est faite pour renforcer le mal-être. C'est une musique qui est volontairement arythmique, avec des interventions très saccadées, des instruments qui viennent quand on les attend pas, des petites choses comme ça qui renforcent le côté on sait jamais, attention derrière la porte, tu sais pas ce que tu vas avoir, quoi. Pour en revenir sur les innovations de Dead Space qu'on retrouve dans le 1 et dans le 2, je parlerai du 3 après, hein, mais c'est vraiment le 1 et le 2 pour moi sont plus cohérents que le 3. Le 3 est quelque chose. Dans les autres rapports qu'ont fait Dead Space, on oublie, mais c'est un jeu qui permettait de contrôler les objets par une espèce de télékinésie. Chose qu'on a retrouvée dans d'autres jeux, hein. C'est un pouvoir, même dans Half-Life 2, alors. D'ailleurs, enfin, il a d'ailleurs probablement pompé ça sur Half-Life 2, J'imagine, oui. mais il l'a beaucoup utilisé. Et lui, c'était quelque chose qui était très intéressant. Et c'était intéressant d'un point de vue purement jeu, parce que c'était rigolo déjà à faire. Et c'était intéressant d'un point de vue design, c'est que ça leur a permis d'éviter un paquet d'animations. Je pense que c'est la décision la plus rentable qu'ils aient jamais prise. Parce que toutes les actions spécifiques où le héros doit tirer une caisse, ou activer un mécanisme, ouvrir une porte, etc., qui est coincé, il le fait avec la télékinésie. Donc il y a une seule animation du joueur, et ça déclenche plein de choses. C'est très intéressant. Et puis il y avait la stase. Mm. Le fait de pouvoir figer le temps, ou ralentir le temps du moins, sur certaines zones spécifiques, y compris les ennemis. Ça, je pense que c'était venu comme une assistance au fait ils pensaient que leur jeu était trop dur euh, avec les monstres qu'on coupe en morceaux. Et ils ont prévu ça pour aider les gens quand vraiment il y a trop de monstres. Ça permettait de gérer les gros groupes de monstres. On en figeait quelques-uns et on massacrait les autres. C'est quelque chose que j'ai quasiment pas utilisé dans le 1, à part dans les endroits vraiment précis où il fallait le faire. Ah, moi, je te confirme que dans le 1 à l'époque, je l'avais quand même pas mal utilisé. Hein. Ouais. Tu l'avais utilisé toi? Moi, c'est quelque chose, j'avais pas le réflexe. Je sais que je m'en sortais généralement sans ça. Donc voilà. Bon, après, c'est une assistance qui est très valable et je trouve l'idée géniale, hein, Ah, en passant. c'est vraiment Tout- très bien parce que ça permet, en tant que si t'es un joueur un peu assidu, bah, ça te permet de faire des actions un peu plus stylées, on va dire. Et pour quelqu'un Mm. qui est un peu plus un joueur casuel, bah, ça l'aide grandement. Ah oui, ça lui permet de survivre. On est bien d'accord. Voilà. Voilà. Donc sur toutes ces bonnes qualités-là du 1 et du 2, on aurait pu s'attendre à un 3 absolument fabuleux. Enfin, moi, je sais qu'à l'époque, je trépignais quand ils ont annoncé le 3, en me disant ça peut être que génial, quoi. Ils ont fait un 1 qui avait une ambiance de fou, ils ont fait un 2 qui corrigeait les défauts, et moi je m'étais même imaginé une trilogie un peu à la Prince of Persia. C'est-à-dire que Prince of Persia Son of Time, c'est un parallèle que j'aime bien faire, c'est une série le premier c'était mal vendu, il avait une ambiance très prononcée, ils avaient fait un 2 beaucoup plus action et bas du front, et le 3 avait fait une espèce de fusion des deux, et avait donné un jeu absolument quasiment sans défaut. Voilà. Je m'étais mis à rêver que Dead Space nous ferait ça. Alors ça n'a pas été trop le cas. Euh, Tu avais finalement ton rêve transformé en cauchemar, hein, on peut le dire. Hein. En cauchemar, j'irai pas jusque là, mais le début du jeu, on y croit. On y croit. On est dans des scènes d'action clairement comme celle du 2, too much. Euh, avec même des trucs, à un moment, je me suis vraiment cru dans Uncharted, quoi. Où tu dévales une pente avec un vaisseau qui te tombe dessus. Enfin, tu dois éviter les réacteurs.
C'est pas des QTE, enfin c'est des QTE déguisés dans ce jeu-là. Il y a des QTE aussi, mais là c'est... euh, bref, ok. Et toute la partie du début est vachement intéressante. Parce que c'est un prologue qui se passe 200 ans avant, bon, soit. Mais on retrouve l'ambiance, on retrouve le côté flip, etc. Mais il y a déjà des petites choses qui mettent la puce à l'oreille. Les ennemis sont à peu près, je sais pas, à vue de nez, je dirais 3 fois plus rapides que dans le 2. Ça fait un peu bizarre. Et j'y reviendrai après. Mais passons. Ensuite, on retrouve le personnage principal. Et là, on commence à s'inquiéter très sévèrement parce que on se retrouve dans un jeu avec le héros qui doit se mettre à couvert et aligner des ennemis qui arrivent par pack dans une planète, Tu enfin voilà, dans une sous-entendrais ville. que Electronic Arts s'est dit est-ce qu'on ferait pas du Gear of War dans Dead Space? Bah, c'est même pas Gear of War parce que le système de couvert il me fait plus penser à celui d'Uncharted. C'est clairement la différence, c'est qu'il y a Uncharted 2 qui est sorti. C'est même pas Gear of War parce que Gear of War, je pense qu'il est sorti même avant Dead Space 1. Oui, oui, non mais. Mais ouais, ils ont clairement dit on veut faire un TPS action. Voilà. Alors, ça donne du coup, on se bat avec un flingue, tout ce qu'il y a de plus classique, alors que l'une des grandes forces de Dead Space c'était quand même son arsenal aussi, d'armes qui était original. Là, c'est un flingue, voilà, qui tire des balles et on tue des humains qui se mettent à couvert. Donc on sait Oui, pas trop c'est ce un qu'on fout peu là. rogner, voilà, rogner un peu ce qu'a fait la série en fait. Ah oui, oui, le début avec quand on retrouve le personnage principal de la saga, c'est une claque dans la tête Ouais, quoi. je tiens à dire que moi le 3 je C'est ne l'ai pas fait, hein. Donc les ouais, tests de l'époque m'avaient fortement découragé de tenter l'expérience. ouais, ouais, mais tu vois, tu as bien fait. Et moi, je l'avais fait à l'époque. Et ensuite, on se retrouve. Alors, bon, il y a tout un passage, encore une fois, très, très débile, avec un scénario qui tient pas la route, mais on retrouve du Dead Space. On se retrouve dans l'espace, on explore des carcasses de vaisseaux. Il y a quand même un moment avec des bonnes idées. Euh, des bonnes idées d'ambiance, en tout cas. Alors, moi, j'ai juste un problème, c'est que, en gros, ils ont décidé que des vaisseaux spatiaux, vu qu'ils étaient plus vieux, parce que on se retrouve dans une espèce de cimetière. Euh, ils ont décidé que bah, ils avaient 200 ans, donc forcément c'était du steampunk. Moi j'ai un peu de mal avec des vaisseaux spatiaux qui utilisent des projecteurs que sont même vieux pour nous aujourd'hui. Mais ça c'est tu vois, des vieux tuyaux rouillés, etc. Enfin, il y a un côté dans le design là qui moi m'a tout de suite sorti de l'ambiance, malheureusement, parce que j'y crois pas du tout quoi. Il y a quand Ça c'est un même de mes grands débats, peut-être qu'on pourra en parler un jour. Mais effectivement, c'est la cohérence dans la science-fiction. Ça exactement, peut être de la science-fiction, ouais, c'est de la fiction, mais il faut qu'il y ait de la cohérence. c'est Donc ça. faire des vaisseaux spatiaux où on va se faire effectivement du steampunk avec des chaudières, etc. Pourquoi pas, Voilà, c'est ça. mais il faut que l'univers colle. Et Dead Space, c'est quand même un univers très SF, presque art science, quoi. Donc, Bah, le premier en tout cas avait un côté vachement cohérent avec un vaisseau industriel qui était vraiment vraiment cohérent dans sa construction. Le 2 un peu moins, hein. Le 2 c'était oui. déjà plus fonctionnel que pour les besoins du jeu que pour les besoins techniques, enfin de cohérence. Mais là le 3 non, enfin voilà, ils se sont dit ah comment on peut faire pour qu'un vaisseau fasse vieux? Ah bah tiens on va mettre des vieux trucs, mais non. Enfin c'est des trucs, il y a certains objets on a l'impression qu'ils datent des années 50. Donc ça va pas quoi. Ça c'est clairement là-dessus il y a un premier souci. Puis là le deuxième souci arrive et lui il est majeur. Euh, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait avec les armes. Le coup de la on est censé être dans un survival horror, donc avec quand même une gestion d'inventaire un peu pointue, et on se retrouve à avoir des armes qui utilisent toutes les mêmes munitions. Donc l'intérêt est, enfin il n'y a plus de gestion quoi. Tu t'en fiches. D'ailleurs tu Ça peux casse porter, un peu tout l'intérêt en fait des armes. c'est ça. C'est-à-dire que tu ne vas plus être forcé d'utiliser une arme parce que t'as pas le choix, parce que t'as pas de munitions pour les autres. Ce qui est tout l'intérêt des survival horror, où tu te retrouves souvent dans des situations où t'as pas l'arme adaptée à ce que tu voudrais faire, mais t'as pas le choix, donc tu fais avec. Là non, t'auras toujours l'arme adaptée pour la situation. D'autant plus que tu peux les bricoler comme tu veux. Et, euh, et c'est débile. Enfin, tu te retrouves à avoir des armes qui veulent rien dire, qui ressemblent d'ailleurs à des espèces de jouets play school qui se enfin, voilà, ça va pas. Et le deuxième problème de gameplay, comme je disais, c'est qu'ils ont beaucoup augmenté la vitesse des ennemis. Euh, alors, ils ont rendu ton héros plus agile, hein, il peut faire des roulades sur le côté, super. Voilà. Oui, On voit pas trop pourquoi, il y a mais une orientation quand même très action dans le troisième. ah mais beaucoup trop. Et en fait, surtout que ça colle pas avec le gameplay Dead Space. C'est là le premier problème.
le personnage reste gros à l'écran. Et on se retrouve à avoir des ennemis qui, en fait, le simple fait de recharger n'importe quelle arme, tu vas avoir 3 ennemis au corps à corps sur toi. Donc tu vas faire une roulade, mais tu vas plus rien y voir, la caméra va pas suivre, etc. C'est pas un jeu qui est fait pour de l'action rapide. Il a pas été pensé, le moteur a pas été pensé pour ça, et ça se voit. Et du coup, c'est horrible. L'action est pas bonne, quoi. Enfin, il y a pas de sentiment, il y a pas de punch, il y a pas de. Donc tu progresses, l'ambiance par moment est là. En fait, ils ont essayé quand même d'intégrer des éléments d'action de ce qui faisait en fait les ventes au moment de la sortie dans la concurrence dans un jeu qui n'était Ouais, pas du tout adapté pour ça. qui était pas adapté pour ça. Et puis en plus, pour coller des microtransactions derrière, puisqu'ils te vendaient des packs de munitions. Voilà. Ah, mais il faut bien vivre, mon Bref. brave monsieur. Hein. Ouais. Et bon, tu persévères parce que il y a une promesse, de boucler d'avoir l'explication de la fin, enfin l'explication de la trilogie, et puis que le jeu, fondamentalement, voilà, c'est pas sur PC en tout cas la souris c'est pas très dur. Moi j'ai pas trop sué donc bon, tu râles un peu, tu te demandes ce qu'ils ont fait de ton jeu, mais ça va, l'ambiance est là et l'ambiance est encore là jusqu'à à peu près la moitié du jeu. Où là l'ambiance y est plus, le scénario devient, enfin, c'était déjà débile dans le 2, mais là en plus ils ont rajouté des dialogues. Je pense que il y a un moment j'ai pris ma tête dans les mains tellement, enfin, non, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'ils ont quand même rajouté une histoire d'amour débile derrière, quoi. Enfin, ça va pas. Ça va pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Le héros est crétin, toute son équipe est crétine, le méchant a le charisme d'une huître. Alors, Et en tu vas dire plus, une chose quand même qui, moi, me marque beaucoup, c'est que tu as précisé son équipe, alors que ce qui faisait la force des premiers Dead Space, c'est que tu étais seul la plupart du temps. oui, oui, Tu avais des mais personnages là, secondaires, etc., mais tu les voyais ouais, quasiment jamais. tout à fait. Tout à fait. Là, tu les vois. C'est-à-dire, c'est un côté débile du jeu, c'est que tu les retrouves et vous allez être séparés par un truc qui tombe. Tu sais, c'est le même défaut que dans les Uncharted. Tu retrouves des gens, tu fais 3 mètres avec eux, et puis il y a une cinématique qui fait que ah bah tiens, t'es séparé, tu dois y aller tout Oui. seul. Et je vais garder la pièce ou bien sécurisée. Toi, va couper la centrale énergétique Mais c'est qui est ça. entourée de plein d'ennemis. C'est ça. Et autant dans Uncharted, ils arrivaient quand même à faire quelques moments où t'avais un coéquipier qui te suivait, ce qui fait que t'avais pas tout le temps l'impression d'être tout seul. Autant là, pas du tout, quoi. Ils cherchent même pas. Tu les retrouves, il y a une cinématique. À la fin de la cinématique, t'es séparé d'eux. Parce que toi, t'es le dernier à monter à une échelle et que l'échelle tombe. Hmm. Voilà. Alors, comme par hasard. C'est débile. Comme par hasard. Oh, et tu dois passer par un chemin. Voilà. Le méchant est un humain et honnêtement, il ressemble à rien. Alors déjà que le caractère design des Dead Space c'est pas fabuleux pour les humains, j'entends. Les monstres sont fabuleux, mais les humains, ça a toujours été moche. Là, c'est pas possible, quoi. Le mec, on dirait un méchant des années 80, tu sais, mais même pas d'un James Bond, hein. D'un mauvais film d'action, genre la Section Hero, Ah, quoi. ou d'un mauvais Enfin, la Section. épisode de Rick Hunter, quoi. Voilà, la Section Hero est un très bon film, mais c'était volontairement caricatural. Là, le gars, il a la queue de cheval à l'arrière avec des cheveux roux. Enfin, c'est une cata, quoi. Ça va pas, ça va pas. C'est pas possible. Et la deuxième moitié du jeu, tu te mets à enchaîner des couloirs parce que là, clairement, euh, je pense que le jeu était quasiment fait et on leur a dit ah non, non, il faut qu'il soit plus long. Hmm. Et donc, il y a des scènes qui sont même répétées, mais 3 fois. Il y a une scène où tu dois escalader une falaise. Tu arrives en haut, c'est un checkpoint. Tu dis ah, bon, c'était nul, mais au moins c'est passé. Et non, tu te retapes une autre escalade exactement de la même durée derrière. Alors, il y a 2 3 trucs qui changent, mais fondamentalement, c'est le même truc débile et insipide. Et tu vas en manger dans le jeu 7 ou 8 au total. Dont 3 qui se suivent, mais les unes derrière les autres, quoi. Euh, et voilà, c'est très agréable de jouer à ça. Et du Et l'ambiance coup, et l'ambiance tombe. tu perds l'ambiance. L'ambiance y est Ça plus. devient en fait, tu avances dans le jeu parce que tu dois avancer dans le jeu et Bah, parce que tu veux le voilà. finir. Enfin, moi, dans mon cas, c'était ça, quoi. J'ai voulu le finir. Il y a quelques trucs qui sont encore des bonnes idées qui pop de temps en temps. Mais voilà. Et je crois que la série se renie le plus tout à la fin, où quand même tu as un dernier monstre. Le dernier monstre qui est introduit dans le jeu est un monstre que tu ne peux pas démembrer. Donc tu perds toute la logique du jeu. Et tu perds toute la logique du jeu et tout ce qui faisait sa force. Et donc tu te retrouves avec des monstres qui sont des sacs à PV, qui te foncent dessus, qui te mettent à terre. Donc tu es obligé de les esquiver en roulade, comme un gros débile, et en vidant 7 ou 8 chargeurs dessus pour pouvoir progresser. Le jeu est pas beaucoup plus dur pour autant, hein. J'ai pas vraiment galéré pour le finir.
Et pourtant, je suis un joueur moyen, je tiens à le préciser, parce que les gens ne me connaissent pas, enfin, si quelqu'un nous écoute. Et voilà, et j'ai eu le générique de fin, et je me suis dit, eh ben, enfin, parce que c'est pas possible, quoi. Toute la dernière moitié du jeu est une purge. Mais la dernière moitié du jeu, elle dure 4 heures, quand même. Donc pour conclure, le 3, tu ne le conseilles pas. Bah, En tout cas, aujourd'hui. aujourd'hui, je pense qu'il est clairement dispensable. Euh, voilà, à moins d'être vraiment un passionné absolu du jeu, et de se dire que vraiment c'est de la folie et qu'on adore on adore l'ambiance, on adore le lore, mais non, le 3, on peut vraiment faire l'impasse dessus et rester sur le 2. C'est très bien. Ça se ressent même dans la musique. Parce que pour moi, alors, tu parlais du nom du compositeur tout à l'heure de Dead Space 1, il y en a un autre qui est venu, qui s'est greffé dans la composition de Dead Space 3, et on a une musique qui est beaucoup plus épique, tu vois, et avec beaucoup moins de petites variations, comme je disais, de petites choses inattendues qui viennent. Alors tu le retrouves toujours parce que tu as le compositeur d'origine qui est là et qui fait quelques morceaux, mais c'est un truc qui est beaucoup plus martial, pam pam boum boum. Euh, et pour revenir sur le parallèle que je faisais avec les pubs, c'est la même chose. La pub de Dead Space 3, enfin, ils ont quand même repris c'est la chanson de Phil Collins qui est reprise en fond sonore avec le héros joué par un acteur qui, voilà, on voit pas un monstre, Phil Collins, on le ça voit fait juste. pas trop de dire jeu dans l'espace, de survie. Non, C'est bizarre, ça me parle non. pas. Hein. Bah d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais le 3 se déroule majoritairement sur une planète gelée. Ça aurait pu être un truc génial, parce qu'on aurait pu avoir la gestion de la chaleur, etc. C'est évacué dans les 10 premières minutes sur la planète. C'est-à-dire au début, tu dois gérer ta température, etc. C'est Ah, super. tu arrives, T'as tu des te monstres dis, qui sortent. est-ce qu'on va Ouais. faire un Lost Planet? Et en fait, non. Et en fait, au bout de 10 minutes, tu trouves une tenue arctique qui fait que bah, t'as plus besoin. Voilà. Donc toute la partie survie intéressante, elle disparaît, elle est balayée. Ils l'ont gardée juste pour quelques minutes, scriptée. Euh, et bon, voilà. Donc c'est ça, c'est que c'est un jeu qui passe son temps à avoir de bonnes idées et à les balayer et à chier sur la gueule. À un moment, il n'y a pas d'autre mot. Sur les idées historiques de la série qui étaient vraiment géniales. À tel point que même le coup de l'interface, de pas d'interface, ça se retourne contre lui. Parce que dans le 3, moi j'ai eu des. Parce que j'avais pas eu ni dans le 1 ni dans le 2 des problèmes de caméra pour gérer l'inventaire. Où j'étais obligé de me déplacer parce que je voyais pas l'inventaire. Hmm. Voilà. Donc, comment tu Bref, conclurais ça, quoi? bah, je conclus, on trouvera pas les coupables de pourquoi le 3 est ce qu'il est. Je pense que c'est une série qui s'est perdue parce qu'elle atteignait pas ses chiffres de vente et donc ils ont toujours poussé le taquet un peu plus loin et puis ils ont cassé leur jouet quoi. Donc c'est dommage. Je conclus en disant que le 1 et le 2 sont des jeux qui sont encore tout à fait faisables aujourd'hui et qui valent le coup. Euh, le 1 et le 2 se traversent aujourd'hui comme un jeu moderne. C'est des jeux qui n'ont pas pris une ride alors qu'ils ont 10 ans. Le 3, on peut le mettre aux oubliettes, hein. Après, en plus, c'est celui qui vaut le plus cher, il vaut 5 euros sur Origin en promo. 5 euros. Ah non, c'est trop Euh, cher pour moi. Désolé. ouais. Et 10 hors promo. Ah, trop cher. Bah écoute, Et donc c'est ouais, trop bah cher. écoute, merci pour cette belle démonstration sur la saga Dead Space. Hein. Ça m'a donné envie de rejouer au premier. Peut-être que je vais Là, il faut. rebrancher la PS3 par contre, peut-être pas sur PC, mais ça m'a donné bien envie. Bah écoute, merci à toi. On va en passer à la suite. Et donc Thomas, tu vas nous parler, toi, rapidement d'une autre série qui s'appelle Devil May Cry, Oui, à l'occasion de la sortie du cinquième. D'ailleurs, je vais te laisser la main là-dessus, il y a un petit lien entre Devil May Cry et Dead Space. oui, tout à fait, ouais. En fait, Devil May Cry, bah, c'est une série de beat'em all qui existe depuis 2001, c'est sorti sur PS2. Et en fait, il faut savoir que le premier volume, donc qui est sorti sur PS2, en fait, vient de Resident Evil. C'est Shinji Mikami, en fait, le producteur créateur de Resident Evil, qui voulait faire un jeu d'action beat'em all dans l'univers de Resident Evil. Donc ils ont prototypé un jeu qui se passait dans l'univers Resident Evil et puis ils se sont rendu compte finalement que ça collait pas vraiment avec l'ambiance. Et du coup, le jeu est devenu sa propre entité qui est venue de Devil May Cry. C'est Hideki Kamiya d'ailleurs qui a développé le premier et qui a bossé avec Shinji Mikami sur le projet. D'ailleurs, on pourra reparler plus tard puisque c'est de la Scar
ont créé après Platinum Game plus tard. Du coup, j'en parle parce que Devil May Cry 5, quoi. Devil May Cry 5, qui est sorti il y a une quinzaine de jours sur PS4, One, PC. Moi, c'est un peu, je vais pas dire que c'est déjà mon GOTY de l'année, mais déjà pas loin quand même. À ce point-là. Ouais, à ce point-là. Moi, j'ai toujours aimé Devil May Cry, hein, donc parce que à l'époque, quand c'est sorti, c'était un peu déjà une claque. Je sais pas si tu y as joué toi à l'époque. Alors moi, l'époque PS2, de toute façon, c'est une époque que j'ai sur console, Tu rien. l'as pas connu, hein. C'est-à-dire que non, j'ai pas joué. Moi, à l'époque, j'étais joueur PC et tout ce qui était sorti sur PS1, PS2, j'ai pas joué. C'est aussi simple que ça. Je me suis remis à jouer à la console quand j'ai acheté une GameCube à la fin de sa vie. Donc les Devil May Cry, c'est quelque chose, j'ai démarré au 4. Voilà. En fait, pour revenir un peu à la saga avant de parler du 5, ce qui s'est passé avec Devil May Cry, c'est qu'ils ont créé un beat'em all qui se voulait, comment dirais-je, classe, voilà. En fait, où en fait toutes les actions qu'on fait, ça donne un plaisir de style et assez jubilatoire en fait aux joueurs, en mode où toutes les actions qu'on fait, ça va être récompensé. Ça va être récompensé par d'une note, parce que c'est un jeu de scoring, hein, on ne dirait pas comme ça, étonnamment, mais c'est un jeu de scoring où on va obtenir des notes qui vont être classées de D à S ou triple S en fonction des combos qu'on va réaliser. C'est un jeu qui peut paraître très bourrin, clairement. On peut avoir l'impression que l'objectif c'est de taper le plus fort possible la manette ou de se frotter le visage sur les boutons en se disant on va peut-être faire quelque chose de beau, et des fois effectivement ça fait des trucs pas mal. Mais en réalité, c'est un jeu qui est quand même très technique. C'est un jeu qui peut être un jeu d'expert. Juste pour situer rapidement un peu quand même le background du jeu, pour ceux qui ne connaîtraient pas. J'espère que la plupart des gens qui nous écoutent, ou les deux personnes qui nous écoutent, sachent qu'il y a quand même Devil May Cry. On joue un personnage qui s'appelle Dante. À savoir que le jeu est basé sur la Divine Comédie, de façon très lointaine. Et en gros, Dante est mi-démon, mi-humain, et se bat contre un chasseur de démons. Et le monde est envahi par des démons, il est embauché, en gros il a une agence de chasseurs de démons qui s'appelle Devil May Cry, et donc en gros il part tuer les démons en fonction des contrats qu'on lui donne. L'histoire est complètement stupide. Tu en parlais avec Dead Space tout à l'heure, là c'est assumé. Ah ouais. Si. Oui, et puis moi j'avais suivi l'animé qui était sorti sur le truc. C'était débilissime. Mais c'est volontairement débilissime. Et je crois que là, avec le 5, on atteint des summums de débilissime, j'en parlerai après. C'est voulu, et ça sert l'histoire, dans le sens où l'objectif, c'est, comme tu disais, c'est un jeu de style. Et donc, pour qu'on fasse des choses belles à l'écran, etc., on raconte n'importe quoi. On se bat contre des démons qui ressemblent tout et à rien. Et donc il y a eu quand même 5 épisodes, donc les 3 premiers sur PS2. Donc le premier qui était réalisé par Hideki Kamiya, puis qui a été repris par Hideaki Utsuno, donc en 2003 avec le deuxième épisode. Et alors le deuxième, c'est un jeu qui est un peu mal aimé. Autant le premier... on m'a toujours dit que c'était une purge. Voilà, je dirais pas que c'est une purge, mais c'est un jeu qui n'est tout ce que n'aurait pas dû être le 1. Dans le sens où le 1, effectivement, c'est un jeu qui est jubilatoire quand il est sorti. Il y avait un impact dans les coups, on enchaînait les combos, et l'objectif, c'était de faire le truc les plus beau possible à l'écran, d'enchaîner les démons le plus rapidement. Sachant que les niveaux, en gros, ce sont des missions avec des arènes de monstres à tuer, où dans lesquelles on est bloqué, on tue les monstres, on passe à la suite, on arrive à un boss, on arrive à une séquence entre guillemets interlevel, on dépense les âmes rouges qu'on a récupérées pour obtenir des compétences, parce que c'est un jeu où on gagne des compétences, et on passe à la mission suivante, et on retue des monstres dans des arènes, et ainsi de suite. Dans le 2, on retrouve toujours ce système de développement du jeu, mais on n'a plus un personnage aussi qui fait entre guillemets le malin, qui est très arrogant, qui est tout le temps en train de se moquer, de sortir ses petites phrases ou petites blagues aux ennemis, et qui faisait finalement le sel de Devil May Cry 1. Et dans le 2, en fait, on a un personnage qui est moins bavard, une action qui est plus lente. En fait, tout est moins bien. Clairement, tout est moins bien. Ouais, d'accord. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il est mal aimé, parce que finalement, c'est le 1 moins bien. Le créateur, j'en parlais, donc, ce qui est dommage. Hein, on revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, Dead Space, entre le 3 et le 2 et là. Et Kamiya, donc, lui, il est parti créer Platinum Game pour faire Bayonetta, entre autres, etc. Enfin,
Platinum Games qui sont dans mon cœur. Hein, Et clairement, ouais, c'est- et clairement, ça a été repris par quelqu'un qui comprenait pas ce qui faisait l'intérêt du jeu, Voilà, quoi. c'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir aussi que quand même le 2 est un petit développement maudit dans le sens où le premier réalisateur, on le connaît pas vraiment, et que D'accord. Itsuno qui est arrivé après derrière a récupéré le projet en fin de vie, et en gros, il a essayé de sauver les meubles, clairement. Donc on Hmm. sait pas qui vraiment a développé le début du jeu. Le jeu, enfin, chez Capcom, ça passait pas. On a mis Itsuno, il a essayé de sauver le jeu, ça marche pas bien. Euh, et du coup, il a fait le 3 derrière, en 2005, toujours sur PS2, cette fois sur PC. Et là, on joue une préquelle du premier, et là tout de suite, bah, on retrouve tout ce qui fait l'intérêt de Devil May Cry, un gameplay aux petits oignons, des combos, des boss plus horribles les uns que les autres ou gigantesques. C'est nerveux, on s'éclate bien, l'histoire est complètement débile, etc. C'est parfait quoi. Voilà, D'accord. ça, voilà, pour revenir rapidement sur les trois, d'ailleurs les trois qui sont disponibles hein, d'ailleurs sur PS4 en collection HD. C'est pas un vrai remastered, hein, c'est une D'accord. version HD. Moi, je conseille. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est pas, on le Ouais. trouve pas très très cher. Les jeux se font encore. Franchement, j'ai regardé, ça se fait. C'est des jeux qui sont pas très longs en plus. Hein, c'est des jeux d'une douzaine, quinzaine d'heures max. Ouais, ouais, parce que les jeux, et puis les jeux PS2, ils vieillissent tous pas forcément très bien, on va dire. On va être, je vais rester light. C'est quand même une époque où Ah, c'est une époque, là, les effectivement, la premiers. 3D, c'était les textures, c'était pas très toujours flatteur à l'œil. Là, ça passe. Non, c'est ça. Ça passe. Disons que pour Bon. pas cher, pourquoi pas. Pour les curieux. Mais Non, mais ça, si ça reste jouable, moi je. en termes de y a- jouabilité, c'est un peu plus sec, hein, c'est sûr. Quand j'ai parlé du 5, c'est sûr qu'il n'y a aucune comparaison. Mais je trouve que ça passe encore. C'est des jeux qu'on peut revisiter sans trop de difficulté. Ils sont assez courts, donc le prix n'est pas non plus excessif. On peut peut-être trouver des bonnes promos, Mhm. donc pourquoi pas. Après, il y a eu le 4, donc celui-là sur PS3, 360 PC, qui est quand même beaucoup plus abordable. Ils ont tenté quelque chose un peu Mhm. qu'avait fait Konami avec Son of Liberty pour Metal Gear. Et ben ils ont changé le personnage principal. On joue Ouais. plus Dante, on joue Nero. Et Alors moi, c'est là où la série m'avait perdu, hein, parce que je voyais un mec aux cheveux blancs qui maniait une épée. Pour moi, c'était le même gars, hein. voilà, non. Mais bon, Oui, c'est. c'est voilà. Alors, ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que les personnages sont globalement les mêmes. C'est Dante en plus jeune. Il est arrogant, il fait le C'est malin, il ça. est blanc-bec. Et pourtant, C'est beaucoup ça. de joueurs ont crié au scandale en disant oui, rendez-nous Dante, c'est un scandale, un peu comme nous, rendez-nous Solid Snake. Euh, Pourtant, voilà, ils sont avec un manteau en cuir, les cheveux blancs, ils mènent une épée. Ils tuent des démons. C'est ça. Voilà, globalement, pour moi, C'est c'est la ça. même chose. Et le 4, pour moi, c'est un jeu que j'ai bien apprécié à l'époque. En tout cas, sur la première partie. Et je pense que tu vois de quoi je veux parler. Le gros problème du 4, Oh bah c'est. c'est que c'est on te file le même jeu deux fois et enfin Voilà. c'est un jeu qui est coupé en deux et la deuxième partie c'est juste la même chose dans l'autre sens quoi. Voilà. On peut se poser la question d'ailleurs, s'ils n'ont C'est pas, ça. sentant le vent tourner auprès des joueurs, eh bien, on va vous mettre Dante et vous allez refaire le même jeu à l'envers, mais avec Dante. Ce qui. Ouais, c'était aussi une époque où moi je sais que c'était aussi une époque où les studios japonais avaient beaucoup de mal avec la technique. Sur l'époque Je te rappelle. PS3, pour les studios japonais, a été très difficile. Ils ont eu beaucoup de mal à C'est ça, s'adapter au support. C'est pas une grande période pour le jeu exactement. vidéo Et donc japonais. et je pense que c'était aussi une question d'économie sur la production, c'est qu'ils galéraient tellement sur le point de vue technique que refaire des pleins de niveaux. Enfin après voilà, hein, je dis c'est qu'une interprétation de ma part, mais je pense que ça a dû jouer dans la balance. Après moi le 4 je l'ai fait sur PC. Donc c'est le premier Devil May Cry sur lequel j'ai posé mes mains. Bon, je suis pas très beat'em all, hein, donc j'ai pas un souvenir impérissable du truc. Moi, je sais que j'ai bourré comme un gros âne le bouton A d'attaque et que je l'ai fini comme ça. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est Et un jeu dans lequel on peut jouer de façon très basique. Ça n'empêchera pas de prendre du hum, plaisir et de finir le jeu, c'est pas bloquant. c'est ça. Donc, Par contre, je me souviens encore de certains designs de boss qui m'ont marqué pour l'époque, parce il y a vraiment un design dans ce jeu qui fait que tu as envie d'aller voir la il y a- suite. Tu as envie de savoir la tronche du prochain tout à fait. monstre. En fait, les monstres sont mis en valeur. D'ailleurs, à chaque fois qu'un nouveau type de monstre apparaît, on donne son nom, on le présente, etc. Et là, c'est une chose sur Mhm, laquelle on peut difficilement attaquer. Hein. C'est des May Cry sur ça. Les ennemis sont hum. assez variés. Ils font plaisir. Ils font un peu n'importe quoi. Mais du coup, ça marche. Oui, c'est ça, c'est conscient qu'ils ont pas. Mais ça marche, ouais. Ils sont créatifs et ils ont de la gueule, ils ont.
il y a quelque chose. À chaque fois, la mise en scène est bien, est propre, c'est assez mémorable. Moi, j'ai vraiment pour que je me souvienne de boss de Beat'em All, alors que le 4 il commence à dater maintenant, 2008. et je m'en souviens. Ouais, 2008, ouais, bah oui, comme donc 10 ans, plus de 10 ans, et je m'en souviens bien. C'est que ça m'a quand même marqué et que c'était une qualité importante. Mm. Très bon jeu. Après, le jeu en lui-même, C'est un bon jeu, ouais. mais c'est un bon jeu, voilà. Et après en 2013, alors là ils ont tenté un truc où là moi du tout j'ai pas du tout accroché. Je sais que toi tu l'as fini, moi je l'ai pas fini. Ah, moi j'ai Voilà, adoré. tu sais que tu Moi as j'ai beaucoup adoré. aimé. Alors effectivement, on est encore du grand n'importe quoi hein, en termes d'histoire, etc. C'est le reboot spin-off fait par Ninja Theory, hein, donc le studio anglais, qui ont Mhm, fait Enslaved, Evelyn Sword à l'époque, et plus récemment Hellblade d'ailleurs. Très bon jeu d'ailleurs mhm. à faire. Euh, Dans mon backlog. Moi aussi d'ailleurs, exactement. D'ailleurs, il me semble qu'il est en promo récemment pour ceux qui ne l'auraient pas encore. C'est plutôt un bon jeu, mais celui-là j'ai un peu joué. D'ailleurs, c'est toi qui me l'as offert. Merci. Bah, en fait, ils ont Mhm. refait un reboot avec un nouveau Dante, plus jeune, presque teenager. Moi, personnellement, ça m'a pas trop donné envie. Je sais pas quel est ton avis sur le jeu, mais Oh bah moi après le côté débile, de toute façon ça fait partie de la série, ça donc que marche. le héros principal soit débile ne me dérangeait pas. Euh, oui c'est une tête à claque, mais j'avais pas d'attachement par rapport au personnage moi. J'avais fait que le 4, et Dante dans le 4 il dit rien. Donc c'était pas... Enfin oui, oui, il est très peu présent je veux dire, il m'avait pas Oui, c'est marqué. pas le personnage principal. Mais bon, du coup, Et oui, non, effectivement, mais voilà, c'est un jeu qui est, moi je dirais, si je devais te dire, par exemple, à quelqu'un qui n'a jamais joué, ne commence peut-être pas par celui-là. Voilà, c'est. ou alors ne fait que Oui, ou tu celui-là. ne fais que, oui, ou tu ne fais que celui-là, ça marche aussi. Ça marche aussi. Moi en tout cas d'un point de vue gameplay j'avais bien Ah, c'est un accroché, très bon jeu. et Ninja Theory, ça faire des jeux carrés, propres, à ce niveau, il n'y a pas de problème, hein. ouais, et puis sur le design, euh, pareil, tu vois, on parlait des designs des ennemis et des designs des niveaux. J'avais trouvé certains niveaux qui avaient vraiment de la Ah, gueule. c'est un jeu qui a de la Euh, gueule, hein. Moi, je dis pas que c'est un mauvais jeu, disons que c'est un jeu à part dans la série. Bah, il aurait pas fallu l'appeler Devil May Cry, c'est tout quoi. Peut-être. Peut-être qu'il a fallu appeler autrement, je sais Mais pas. voilà. Bref. Et du coup, le Devil May Cry 5 est sorti, on revient donc sur un épisode canonique et qui est directement la suite de Devil May Cry 4. Mhm. Et donc là, ce qu'ils ont fait, c'est que bah, du coup, ils ont un peu appris de leurs erreurs. Cette fois-ci, on peut jouer à la fois Nero et Dante et un troisième personnage, Virgile, qui est en fait le frère jumeau de Dante. Euh, et là, ce Devil May Cry 5, pour D'accord. moi, c'est Ah, V, c'est Virgile. V c'est pour Ouais. Virgile. Oh le Oh là spoil. là, désolé, je vais essayer de pas trop spoiler, mais voilà, mais bon. Je pense que n'importe qui a joué à Devil May Cry va se dire, oh là là. Alors c'est un jeu, moi quand j'ai vu les annonces à l'E3, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font avec Devil May Cry, Capcom, enfin, ça me donnait pas du tout envie. Franchement, j'ai vu le trailer, je me Mhm. disais, est-ce qu'ils ne font pas la même qu'avec la version de Ninja Theory? Là je faisais un peu mon vieux con de genre, rendez-moi mon vieux Devil May Cry un peu. Et puis le temps passant, j'ai regardé, il y a des nouveaux gameplay trailers qui sont sortis. Et je me suis dit, ah, ça a l'air pas mal. Et j'avoue qu'en fait, j'étais assez hypé en fait, peu avant la sortie. On commençait à voir vraiment le jeu en détail. Je me suis dit, mais ça a l'air vraiment sympa quoi. Et du coup, je l'ai pris Day One, tout simplement. Et, Mhm. et en gros, en fait, on retrouve tout ce qui fait que ça marche Devil May Cry. C'est-à-dire un gameplay extrêmement nerveux, des combos, mais à plus savoir qu'en faire. Des boss et des ennemis mémorables, avec des designs tous différents les uns des autres. Une musique, on en parlera, qui peut être à la fois la pire musique du monde et à la fois la meilleure musique de tous les temps. Graphiquement, c'est une merveille. D'ailleurs, je peux te parler déjà de ça. Ils prennent donc le Hero Engine, qui est leur nouveau moteur qu'ils utilisent depuis Resident Evil 7, qui est utilisé pour le Resident Mhm. Evil 2 Remake. C'est magnifique. Et qui est Qui est impressionnant. vraiment impressionnant. Il tourne très bien sur une PS4 classique. Moi, j'y joue sur PS4 Pro. Le jeu tourne à 60 FPS en Mhm. permanence. C'est juste magnifique. Les personnages sont extrêmement détaillés, animés. Il n'y a rien à dire. Franchement, là, Capcom, ils ont fait un boulot. Ils sont sortis de leurs années PS3, etc., où ils ont galéré avec leur moteur, où c'était une catastrophe. Et là, ils ont voilà, leur propre moteur qui marche Alors bien. Ils ont galéré avec. Capcom, Je t'écoute, vas-y. ouais, enfin, Capcom sur la fin PS3 360, non, je suis Ah, j'ai dit. pas tout à fait d'accord avec Ah, toi. mais le début, c'était un peu galère. Les Resident Evil 5, etc. c'est-
c'était le seul studio japonais qui avait un moteur à lui qui tenait la Oui, route. c'était le MT Framework, si je dis pas de bêtises. Oui, sur la fin, effectivement, tu as raison, ils ont réussi à faire des jeux quand même qui étaient pas mal, quoi. Mais en comparaison, je veux dire, il y a quand même un gouffre technique. Et aujourd'hui, le Hero Engine, quand tu le compares à du Unreal Engine qui peut se faire à droite à gauche, c'est quand même Ah oui, non, c'est comparable. très très beau quand Ça, même. je suis d'accord. Et surtout, ça tourne très bien. Alors Mm. qu'on pourrait le comparer en studio japonais au moteur de chez Square Enix pour Final Fantasy XV. Le Fox, Le Fox, je sais plus. Ah non, je pardon. crois pas, non. Je sais plus comment ça s'appelle. le Peut-être Fox c'est Engine. le. Non, le Fox Engine c'était chez Non, Fox Konami. Engine, c'est Konami. Konami, je crois que c'est le Lightning Engine. C'est ou Konami, quelque chose c'est comme ça. Konami. Enfin bref, on compare les deux. Moi, il n'y a pas à hésiter, quoi. Resident Evil 7, c'est magnifique. Hein. Et là, c'est pareil, on trouve. Les éclairages sont incroyables, c'est très bien détaillé, les textures sont plutôt agréables sur PS4, et ça tourne à 60 images FPS, donc ça c'est cool. Le gameplay, alors là c'est jubilatoire. C'est vraiment le mot pour résumer, c'est les combos s'enchaînent à une vitesse incroyable, on peut faire des trucs de fou, pour peu qu'on s'énerve un petit peu. Et surtout il y a 3 personnages, alors Dante et Neuros sont un peu similaires puisqu'ils se battent tous les deux à l'épée. La différence de Nero, c'est qu'il a maintenant, en fait, dans le 4, il avait le Devil Bringer, qui était en fait un bras démoniaque qui permettait en fait d'attirer les ennemis. Là, oh là, spoiler, attention, je vais divulgacher, il perd son bras. Bon, tout le monde l'a vu dans les trailers, donc maintenant il a différents types de bras robotisés, et il y en a mais plein, qu'on peut sélectionner et se faire des setups en fait de bras. Il y en a un qui va donner en fait des charges électriques, d'autres qui va partir en fait comme une sorte de fulgure au point et transpercer les ennemis. Il y en a même un où on peut sauter dessus et faire une sorte de skateboard. Voilà. C'est n'importe quoi, des Devil May Cry, qu'on soit d'accord. Voilà, c'est. Il va y avoir des qui vont frapper plus fort, d'autres qui vont permettre de ralentir le temps. Donc on peut les détruire pour se sortir des situations un peu difficiles. On en retrouve dans les niveaux, etc. Donc finalement ça apporte pas mal de fraîcheur au gameplay de Nero, puisqu'on retrouve finalement après le reste tous les combos qu'on avait déjà dans le 4 à l'épée, donc et son pistolet, enfin son revolver. Donc globalement c'est à peu près le même gameplay, mais ce parti avec ce bras, ça rajoute pas mal de trucs, c'est vraiment très sympa. Dante, c'est pareil, on retrouve le même gameplay avec les mêmes attaques qu'il y avait déjà dans le premier. Donc ça il y a une continuité. D'accord. Sauf que là ils ont rajouté pareil, ils sont partis dans du délire total. On va avoir par exemple récupérer un moment une moto qui va se couper en deux et qui va se transformer en épée. Et avec les roues, on va attaquer les ennemis comme ça. Donc c'est vraiment du n'importe quoi, mais c'est la première fois qu'on la récupère et qu'on attaque, c'est vraiment jubilatoire parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi et c'est très bien mis en scène. Donc on s'éclate. Oui, puis c'est assumé, c'est-à-dire que c'est pas présenté avec sérieux et c'est voulu. Enfin, ça c'est un truc qui est propre à la série, quoi. C'est que c'est débile, mais après tout, on dirige un humain à moitié démon. Je vois pas. Mais c'est exactement ça. C'est si on prenait ça au premier degré en se disant en cherchant de la cohérence, ça n'a aucun sens. Là, on a une espèce en fait d'arbre démoniaque qui pousse au milieu d'une ville on dirait Londres, ou une ville anglaise, ou quelque chose comme ça. On se dit où est l'armée, que font-ils, etc. On comprend pas. Alors qu'en fait, non, c'est totalement assumé, c'est n'importe quoi, et c'est fait en telle sorte que quand ça apparaît, c'est génial, quoi. Il y a un passage, par exemple, où Dante, dans une séquence, danse à la Michael Jackson avec de la musique, avec des feux d'artifice derrière. Je veux dire. Ah oui, ça j'en entends parler. Voilà, c'est juste incroyable quand on voit ça avec un chapeau de cow-boy. C'est totalement assumé, c'est du n'importe quoi. Mais ça marche. C'est ça qui est excellent, c'est que ça marche. Les mecs, ils ont allé au bout de leur idée en disant on va faire un truc où vraiment le personnage se la raconte. Et Dante, c'est exactement ça. Et là, le gameplay de Dante, c'est extrêmement complexe, c'est-à-dire qu'on peut se battre, on peut choisir le type d'arme qu'on va avoir, donc on a l'épée de Sparda, on va avoir la moto, on va avoir le chapeau, qui est une arme en fait aussi. On peut changer le stance d'attaque, on peut être simplement plus en défense ou avec les armes à feu, puisqu'on a les deux pistolets Ivory et Naiboni, rien à voir avec la musique. On peut faire des gardes, contre-gardes aussi, vraiment le gameplay est très profond. C'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure au 4 où tu as bourriné le bouton. Dans Devil May Cry 5, tu peux faire ça. Tu peux bourriner le bouton, mais si tu veux bien jouer, il y a un niveau de profondeur de jeu qui existe vraiment. Quand tu veux vraiment jouer... Dans le 4, il y avait... C'était déjà dans le 4. Et quand tu fais une mission... Ouais, c'était... Vas-y. Non, mais c'est pas grave. Je dis, c'était déjà ça dans le 4. Mais après,
le 4 enfin, moi j'ai pas senti d'encouragement à jouer comme ça. J'arrivais sans problème à décrocher des A ou des S, alors que franchement, voilà, je jouais comme une grosse merde, surtout à l'époque. Donc Oui, mais voilà. après, en fait, d'ailleurs, tu peux jouer effectivement comme ça, mais tu peux aussi te dire, je vais essayer de faire ma mission et à chaque arène de monstres, essayer de viser le triple F. Donc ça te force à réfléchir à l'enchaînement de tes combos, à voir comment tu vas placer les ennemis les uns par rapport aux autres avec les différentes attaques pour les repousser. Donc tu peux quand même avoir vraiment une réflexion de scoring pour ceux à qui ça parle. Mais si tu veux juste Mhm. t'éclater et faire des gros combos, ça marche très bien. Oui, et puis de toute façon, je pense que le fait qu'il y ait trois personnages euh, corrige un peu le défaut que pour moi avait le 4, où quand tu bourrines dans le 4, justement, tu bourrines du début à la fin du jeu, tu bourrines la même attaque, hein, Oui, en gros. tu peux. Euh, Tu pouvais le faire. Enfin, dans mon cas, c'est un peu comme ça que j'avais fait. Alors que là, l'avantage, c'est que malgré tout, au moins, tu as des personnages différents. Mécaniquement, ça amène de la C'est variété. ça. Alors, j'ai pas parlé du très personnage, donc V, Virgil, qui finalement lui leur apporte quelque chose de totalement différent puisque c'est un personnage qui ne se bat pas. C'est un personnage qui invoque des familiers, donc il y a un Mhm. oiseau, une panthère et une sorte de golem. Et là, je pense que c'est vraiment le personnage que j'ai préféré dans ce 5, parce qu'il y a vraiment une sensation de jouer un peu un sorcier finalement, parce qu'on invoque ses avatars et ses familiers, et c'est eux qui attaquent. Et on contrôle finalement avec les mêmes boutons que Ouais. pour Dante et Nero les attaques qu'on va faire sur les ennemis. Et toi, tu restes à distance. C'est un personnage déjà qui se déplace avec une canne, ce qui donne déjà, en gros, voilà, il n'est pas là pour se battre. Il est là pour éviter les ennemis. Et tu peux renforcer tes attaques tout en lisant des sortes de livres de poésie, une sorte de Necronomicon. Et en fait, c'est super parce qu'on va voir l'attaque en fond quasiment, avec ton personnage que tu essayes de faire Mhm. évoluer au milieu du combat, et c'est ultra jubilatoire. Je le redis encore, mais parce que vraiment il y a une sensation finalement de contrôle du combat parce que tu ne fais pas le combat en direct, tu le fais à travers tes familiers. Et pareil, tu peux apprendre différentes attaques et c'est vraiment excellent. C'est peut-être un personnage plus facile à jouer pour des débutants. Peut-être qu'ils l'ont vu comme ça, je sais pas. Mais ça apporte vraiment de la variété, sachant que chaque mission, enfin pas chaque mission, mais certaines missions, tu peux choisir le personnage que tu veux jouer. Donc tu peux décider de Mhm. jouer, je vais jouer Dante, Nero ou V. Ça rajoute peut-être aussi de la rejouabilité. Alors, à voir, est-ce que ça sera pas un peu À voir, redondant ouais. parce que au final ce sera quand même plus ou moins des missions que tu auras déjà fait. Mais c'est un personnage qui est assez intéressant en termes de présentation et de gameplay. Et ça, je trouve ça plutôt malin. Ça apporte vraiment de la variété et vraiment, je pense que c'est ça qui fait son point fort. Alors moi, c'est clairement le perso qui m'a le plus intrigué quand j'ai vu l'annonce, parce que faire un personnage, comme tu dis, passif, entre guillemets passif, dans un beat'em all, C'est pas évident. je me suis bien demandé comment, voilà, je me suis bien demandé comment ils allaient faire, parce que toutes les questions que j'ai eues au niveau des combos, etc., c'est un jeu à combo. Comment tu fais pour faire des combos entre justement trois invocations, etc. Ça m'a vachement intrigué. Tout le monde dit qu'ils s'en sont bien sortis, toi le premier. Donc ouais, j'ai envie ne serait-ce que de voir comment ils ont fait ça, Ben, ça me botte bien, c'est ouais. bien aussi parce que moi aussi, quand j'ai fait le premier level avec V, je me suis dit, ça va être injouable. Ça va être compliqué, il va falloir que tu déplaces ton personnage, éviter parce que les attaques des ennemis, et en même temps essayer de diriger l'attaque de tes familiers. Et en fait, ils ont fait quelque chose Mhm. qui est assez automatisé, puisque tes avatars vont quand même attaquer automatiquement ou s'orienter vers les ennemis, ce qui simplifie quand même Ouais, grandement les choses. bien Et sûr. après, c'est toi qui achèves les ennemis, donc tu te diriges et en fait, tu plantes ta canne dans les ennemis, ce qui est aussi pareil, ça rajoute une sensation un peu de puissance, parce que ils ont vraiment bien travaillé les effets sonores aussi, il y a vraiment de la patate. Ouais, Ça, c'est vraiment, c'est d'accord. une marque de fabrique de la saga. Hein. Ça a de la patate. Et quand tu fais des attaques, ou là, par exemple, quand tu brises, en fait, en gros, ils se transforment presque comme des cristaux de la glace, et tu viens planter ta canne pour les faire exploser. Mhm. La première fois que tu le fais, tu te D'accord. dis, ouais, ça marche. Ouais, ouais, je vois bien la Voilà. Et en plus, sensation, ouais. le personnage V se téléporte à travers l'espace pour les planter sa canne, donc ça marche bien. Il y a le D'accord. golem en fait, qui est le dernier avatar, qui lui tu invoques en fait avec une jauge de Devil Trigger, en fait une sorte de barre de combo qui se remplit Mhm. à De faire furie. de furie. Et lui qui arrive, qui est automatisé et qui fait des attaques totalement abusées, un sorte de rayon laser qui fait exploser toute l'arène. C'est pour ça que je disais que c'est un Mm. peu le personnage peut-être pour les débutants ou les gens qui veulent juste s'amuser facilement. Et ça marche bien, ça D'accord. marche vraiment bien. Euh,
Et voilà quoi, ça rajoute vraiment une diversité dans le gameplay qui est vraiment pas désagréable. Mm. Et la musique, parce que la musique c'est important quand même dans les jeux vidéo, parce que ça joue beaucoup comme tu en as parlé dans Dead Space, Ah, pff, ça joue énormément, je trouve qu'on en parle pas assez. c'est énorme. Voilà. J'ai C'est... écouté d'ailleurs, à petite digression, le dernier podcast de ZQSD, où ils ont invité Mhm. Olivier de Rivière, donc compositeur français. Ouais, je l'ai écouté Voilà. hier, ouais. Et justement, il en parle très bien en disant la musique malheureusement est pas assez mise en avant dans les tests, etc. Et dans Devil May Cry, la musique, bien souvent c'est une musique un peu d'ambiance, et la musique change d'un coup au niveau des arènes, Mhm. en mettant une espèce de électro-rock dance qui peut être horrible, mais vraiment, mais qui dans le jeu Ouais. marche. Oui, mais de toute façon, enfin, de mémoire, il y avait déjà des morceaux complètement délirants dans Devil May Cry 4, euh, où justement j'ai le souvenir comme ça de morceaux pop absolument dégueulasses, où je confonds. Oui, mais c'est ça, non, mais c'est exactement ça. C'est, on va mettre, par exemple, dans le Devil May Cry 4, il y avait le morceau de Nero des combats, c'était une sorte de morceau un peu dance metal avec une voix qui Ouais, hurle. c'est ça. Et ben là, c'est pareil, on retrouve la même Mais logique avec une sorte de, je sais pas, ouais, de metal eurodance. Je connais même pas le type de musique que c'est, mais ça marche très très bien. Et c'est pour ça que je disais un peu au début, est-ce que c'est la meilleure musique que j'ai entendue récemment? Peut-être, parce que ça marche dans le jeu. Et c'est vraiment super, ouais, c'est ça donne une patate vraiment en fait au combat. moi, pour moi, les meilleures musiques de jeux vidéo, c'est justement celles où dans le jeu t'es à fond avec, et quand tu l'écoutes à côté, ça marche pas. Hmm. C'est quelque chose qui est vachement important, je trouve, que je reconnais sur toutes les OST. On parlait de Dead Space tout à l'heure. Dead Space, c'est la même chose. L'OST, à écouter à côté, elle vaut pas tripette, quoi. Oui, Elle est pas faite, c'est pas fait pour ça. c'est une musique d'ambiance. Par contre, voilà, par contre, dans le jeu, mais elle est phénoménale. Et, euh, et je trouve ça vachement. Alors, il y a quelques exceptions auxquelles je pense, mais je vais pas développer. Mais je vois très bien ce que tu veux dire avec, avec Devil May Cry. Et de toute façon, ce que tu dis, c'est-à-dire un truc Eurodance débile, correspond quand même au côté second degré, je me prends pas au sérieux, je t'en mets plein la vue du jeu depuis le départ, quoi. C'est un jeu qui impose par son design et qui à la fois se permet une liberté de ton C'est ça, c'est totalement qui est... assumé, c'est exactement ce qu'ils revendiquent la série. On fait du n'importe quoi. Il assume son mauvais goût. Voilà, c'est vraiment on va faire du mauvais goût. D'ailleurs, c'est pas pour rien que finalement Camilla plus tard est allé faire Bayonetta chez Platinum. Pareil, Bayonetta, on a Ouais. la même Qui idée. a- C'est du mauvais goût Ah mais assumé. Bayonetta c'est même poussé. Bayonetta c'est deux taquets plus loin encore en termes de mauvais goût, moi Ah ouais, là non, c'est ma limite en fait. moi je trouve ça horrible. Hein. Je trouve ça visuellement, je trouve ça horrible. Enfin, mais le gameplay est top. Ils Ah, sont totalement ah, assumés. Et là, c'est pareil. Voilà, on trouve la même idée. alors, ouais, il y a des idées fabuleuses dans Bayonetta, il y a des idées fabuleuses là. Enfin voilà, après si ça permet d'amener des choses intéressantes d'un point de vue jeu, moi j'ai rien à dire. Enfin, on retrouve après, il y a des défauts bien sûr. Les environnements qui sont globalement toujours plus ou moins les mêmes. C'est une ville en ruine infectée par des démons, etc. Un arbre démoniaque, etc. Ça marche bien au début, c'est vraiment très joli jusqu'à la fin. Mais ça reste quand même toujours la même chose. C'est un peu dommage. Bon, Ah c'est ouais. pas parfait. Tu vois, c'est là où le reboot de Ninja Theory est largement supérieur. Bah peut-être bien, oui, peut-être bien. Là, je pense que ils ont peut-être pas allé jusqu'au bout. On retrouve en gros, c'est de la ruine de la ville au milieu des démons. Après, c'est l'arbre Hmm. démoniaque. Voilà, bon, c'est un peu Bon, dommage peut-être là, mais bon, c'est c'est accessoire je dirais comme défaut. Il n'y a pas beaucoup de défauts quand ouais. même au jeu, je trouve. Là, je trouve que Capcom en début d'année, ils font quand même assez fort parce qu'ils nous sortent quand même le Resident Evil 2 remake qui est, je sais plus, ils sont peut-être à 4 millions Hmm. d'unités vendues maintenant ou distribuées. Devil May Cry 5 aussi, Distribué, ouais. voilà, qui a priori fait aussi un gros carton et puis qui a une métacritique quand même qui est pas loin de 90. C'est quand même Ouais. pas mal, hein, on va dire quand même. Il y a Ouais, c'est un bon début d'année pour Capcom, Capcom. je pense, le jeu vidéo japonais de manière générale, hein, puisque là il y a Sekiro qui est sorti et qui visiblement aussi a l'air de plutôt bien marcher. C'est ouais, Mhm. c'est pas mal quoi. Et Plutôt, ouais. donc Devil May Cry 5, oui, je le valide totalement. Et les autres Devil May Cry d'ailleurs, hein, ne pas hésiter, ils sont pas chers en général. Donc faut pas hésiter, moi à mon avis, pour revenir sur cette saga, en espérant qu'il continue comme ça. Hein. C'est toujours la continuité, c'est toujours plus ou moins la même chose, mais ça marche. Donc que demande le peuple? Si le gameplay est bien et que c'est toujours, si c'est toujours bon, il n'y a pas de raison de se priver.
Eh bien, on va passer à la suite. Et maintenant, on va parler de notre backlog, un peu le à quoi tu joues, de nos vieux jeux. Alors Bruno, à quoi tu joues dans ton backlog en ce moment? Alors moi je joue à... J'ai joué et j'ai fini un jeu qui est pas si vieux que ça, puisque je crois qu'il date de début 2018, qui est What's Remain of Edith... C'est Twitch. je sais jamais, voilà, merci. Qui est un jeu dont on m'a dit beaucoup de bien, qui a été plutôt bien reçu par la presse de mémoire, qui est ce qu'on pourrait appeler un walking simulator, euh, censé nous raconter une histoire. Pour être honnête, j'en attendais plus. On m'avait promis des moments marquants et des trucs. Bon, ouais, c'est des petites histoires comme ça interactives où je vois l'intérêt d'un point de vue game design. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont bien pensés, etc. Mais honnêtement, l'histoire m'est passée 50 km au-dessus de la tête. J'ai pas réussi à m'impliquer plus que ça. J'ai pas, j'ai pas eu de frisson à part il y a deux histoires que j'ai trouvé bien. Le reste, voilà. Parce que j'ai trouvé tout simplement le contrôle du personnage et des histoires pas bon. Juste les mécaniques de gameplay, de contrôle du personnage, j'ai trouvé ça hyper rigide. Et donc j'ai plus passé mon temps à batailler avec le jeu qu'à m'immerger dedans. Alors il faut que je fasse quoi? Ah là, il faut que je bouge la souris dans tel sens. Ok, voilà. J'ai pas réussi à rentrer. Donc forcément, quand tu batailles avec le jeu, tu te concentres pas sur l'histoire. Or, c'est ce qu'essaye de te raconter le jeu. Donc pour moi, là, il y a un truc qui marche pas. Est-ce que tu veux dire que l'histoire est gâchée par le gameplay ou... Ouais. Ah oui, clairement, c'est quelque chose que je. Il y a deux, trois scènes où ça fonctionne très bien, vraiment, qui sont brillantes d'un point de vue game design, mais ça dure 5 minutes. Donc est-ce que ça vaut le coup de faire tout le jeu, même s'il dure 4 heures, pour réellement 5 minutes de... Voilà, moi je... Ouais, c'est quelque chose que je recommande pas forcément. Alors je l'ai pas payé. Il était gratuit sur l'Epic Game Store il y a quelques semaines. C'est comme ça que je l'ai récupéré. Donc là forcément, bah, ça valait le coup, hein. Je vais pas renier l'expérience. Mais c'est clairement pas indispensable, je pense. C'est pas quelque chose que je conseillerais. Donc ça c'est le premier jeu. Et puis j'en fais un autre, Bah vas-y. qui lui, qui est Darkest Dungeon, qui est un jeu que j'ai acheté à sa sortie sur PC et que j'ai pas pu toucher à l'époque. Un jeu qu'on aime Euh, détester. Hein. et je confirme, sachant que je l'ai racheté sur Switch, et le portage sur Switch est assez problématique. Il reprend les défauts du portage Vita, qui était déjà dégueulasse. C'est-à-dire qu'on a des textes qui sont quand même très petits, donc difficiles à lire sur le petit écran. On a des fenêtres qui se chevauchent, et sur PC, on peut déplacer la souris pour voir quand même le truc qui est en dessous, alors que bah, sur Switch, on peut pas. Donc ça pose un petit souci. Et les boutons ont été pensés par quelqu'un qui te veut du mal. Alors déjà que tout le jeu a été pensé par des gens qui te veulent du mal, mais clairement dans les menus c'est ouais, c'est assez masochiste. Donc on finit par s'y faire, on y arrive. Et donc bah là j'essaye de survivre. Donc c'est clairement un jeu dur, on le sait tous. C'est un jeu vachement intéressant qui aborde plein de mécaniques. Après je suis une grosse buse en stratégie et en tactique, donc bah, ça fait que je meurs fréquemment et je pense qu'il va falloir que je me prenne beaucoup de murs de face et d'échecs cuisants avant de commencer à me dire que ah tiens il y a peut-être des synergies là que j'ai pas capté. Voilà. Je pense que c'est un jeu qui vaut largement le coup malgré tout parce que rien que là j'en ai fait facilement 15 heures et je compte pas m'arrêter. Donc c'est un jeu qui mérite chaque petit euro que tu mets dedans sans aucun problème. C'est un C'est très bon beau, jeu. c'est voilà, c'est beau, c'est prenant, c'est exigeant, c'est intelligent, c'est original et il y a une putain d'ambiance. Ouais. Moi j'ai rien à dire. Moi, le conseil que je donnerais aux gens qui n'y ont pas encore joué et qui aimeraient tester, rappelez-vous d'une chose, votre objectif, c'est votre personnage, c'est le village. Ce ne sont pas les personnages. Vos personnages Oui, mourront. ah oui ça Vous c'est devez clair. accepter que vos personnages vont mourir. Même celui que vous avez bien aimé, que vous avez renommé, etc., que vous avez tuné en disant celui-là, c'est mon préféré, il va mourir. Donc, acceptez la Bah, d'ailleurs mort. le jeu te le rappelle très bien, les héros sont gratuits. Oui. C'est la seule chose de gratuite dans le jeu. Voilà. Après, si vous êtes Voilà. un peu nerveux, c'est un jeu aussi où on rage quit beaucoup quand même. Oh, alors c'est pour ça que je le fais sur Switch. C'est qu'au moins ça me permet d'éteindre la console de rage et je peux reprendre au même endroit. Alors que sur PC ça m'a posé quelques soucis. Parce que j'ai rage quitté un paquet de fois sur PC à l'époque. J'y avais joué pas longtemps mais j'avais essayé un petit peu. Voilà, donc ça c'était mes backlogs à moi. Et toi Thomas, Bah écoute, tu fais quoi en ce moment? moi, mon jeu à ce moment, mon backlog, c'est mon jeu, je me l'appelle ça mon jeu de chevet. C'est The Witcher 3.
Donc c'est pas vraiment nouveau, c'est sorti quand même en 2015 et je l'avais acheté il y a quelques temps sur une solde de Steam en me disant c'est quand même un jeu que tout le monde me met en avant comme pour ses grandes qualités. Donc du coup j'avais acheté la version GOTY avec les extensions et j'ai eu beaucoup de mal à me lancer dedans. C'est-à-dire que moi je suis pas, comme tu sais, quelqu'un qui aime beaucoup les open world, bien que je joue à des MMO. Ça c'est un peu toute ma contradiction. C'est- Voilà, mais Oui, c'est ce que j'allais dire, oui. voilà, mais bon, ça c'est un autre problème. Du coup, j'avais lancé le jeu une première fois dans la zone tutoriel et puis j'avais pas accroché. J'étais là genre non, c'est peut-être pas pour moi en fait. Puis finalement, je me suis dit c'est quand même bizarre, tout le monde en parle vraiment avec admiration de ce jeu, donc je vais quand même me forcer. Je me suis fait un peu souffrance et j'ai joué et en fait j'ai découvert quelque chose que je n'imaginais même pas. C'est un des plus grands jeux que j'ai joué de toute ma vie de joueur, clairement. Mhm. Non pas forcément pour l'histoire principale, qui est finalement en fait assez nulle, pour dire les choses. En Ouais. gros, on recherche quelqu'un qui elle-même est recherchée par les méchants, et on doit essayer de la trouver avant les méchants. Voilà, ça D'accord. c'est en résumant Tu avais, tu avais lu les livres ou pas du tout? pas du tout. Tu connaissais un Voilà. peu le... D'accord. Voilà, je n'ai pas lu du tout les livres, sachant que voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est écrit par un écrivain polonais et développé par CD Projekt, studio polonais aussi, Mhm. qui ont fait d'ailleurs du coup en achetant les droits une super affaire, parce que le jeu était un gros carton, la série. Et en fait, ce que j'ai découvert, Bah, d'ailleurs, oui, ils étaient avec un ils ont même un procès un hein, pour procès, ça. ça s'est résolu finalement, parce qu'effectivement, quand eux ils se sont fait des millions et Ah. que lui il a vendu pour une misère, effectivement, je comprends que l'auteur faisait un peu la tronche, mais bon. Mais du coup, Ouais, enfin, l'auteur avait quand même dit que le jeu vidéo c'était un truc sur lequel il ferait jamais d'argent et que c'était de la merde. Donc à un moment, il faudrait qu'il assume. Mais ça, oui, c'est un autre débat. c'est un autre débat Mais avant. pardon, On peut je en te parler, laisse oui. continuer. Et en fait, ouais, ce que j'ai découvert en fait dans ce jeu et ce qui m'a fasciné et qui continue à me fasciner aujourd'hui, c'est finalement c'est cet open world, il est très organique et en fait, on passe son temps à ne pas faire la quête principale. C'est ça qui est génial, c'est que tout en fait finalement vit dans ce, c'est scripté bien sûr, y a pas de problème, mais on passe du temps à explorer, découvrir de nouvelles quêtes, faire cette quête et toute l'écriture en fait de ces quêtes est incroyable parce que en gros on a vraiment la sensation que globalement à chaque fois c'est des projects et ben ils sont bougés pour écrire des histoires secondaires annexes euh, intéressantes. Ce qui fait qu'on passe beaucoup de temps à faire ces quêtes-là, essayer de comprendre l'histoire, et ça rajoute énormément en fait à tout l'univers. Ça lui donne une cohérence, ça lui donne une vie, ça marche simplement. Alors que finalement la quête principale, si on, comme je l'ai résumé, elle est très bateau. Mais même quand on fait cette quête principale, il y a des histoires annexes qui se greffent pour justement faire avancer l'histoire, Mhm. et ça marche très bien aussi parce que c'est bien écrit, les personnages sont très bien, on s'intéresse à voir ce qui se passe, etc. Le lore est incroyable, on trouve des livres partout, on lit beaucoup de choses et on découvre des choses par hasard. Et c'est souvent en fait, par hasard, on trouve quelque chose, on commence à explorer, ça donne sur une quête, on continue et on se connaît en fait. On lance le jeu en se disant on va avancer un peu dans l'histoire et finalement on passe 2-3 heures à faire pas du tout ce qu'on avait prévu. Et ça c'est Ouais, vraiment c'est un incroyable. open world, mais c'est un open world bien écrit, ce qui est assez rare, puisque d'habitude dans les open world, pour moi, toutes les missions annexes sont souvent des choses qui sont uniquement là pour occuper le joueur et lui faire croire que son jeu a une durée de vie de malade. Voilà. Et c'est souvent de la collecte débile. C'est Euh, C'est le problème en fait avec les open et world, on en parlera probablement sur Far Cry par exemple, et les open world à l'Ubisoft, moi ouais. j'y arrive pas. J'arrête très vite, je décroche parce que je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, je ne suis Hmm, pas impliqué dans l'histoire, alors que là dans Witcher 3, j'ai je envie suis de là. découvrir, je veux connaître ce qui se passe, je fais toutes les quêtes annexes, je fais les contrats de chasse, je fais les missions de sorceleur, enfin tout ça, c'est super intéressant. Les chasses au trésor, Hmm, c'est toujours bien écrit parce que finalement, les mecs ils se sont dit, je ne vais pas demander aux joueurs d'aller chercher 3 pains au village d'à côté pour le ramener au boulanger parce que le mec il a rien à vendre. Ça, c'est du remplissage. ouais. Bah après, c'est ce qui est surtout dans ce que tu décris, ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à garder l'esprit des livres, qui étaient des livres, des histoires non manichéennes et souvent intéressantes à ce niveau-là. Alors moi, j'ai pas tout lu, ça a fini par me lasser. Mais les premiers livres que j'avais lus, je trouvais ça rigolo. Ils revisitaient les contes de fées d'époque, Blanche-Neige ou ce genre de choses, en rajoutant un petit switch, un petit truc un peu différent pour leur donner une saveur un peu moins débile, quoi. Mm, Et un peu plus les contes anciens, quoi. mm. C'est Et je ça. trouvais ça intéressant. C'est vraiment Et intéressant comme jeu et c'est vraiment voilà, c'est mon jeu de chevet. J'y joue de temps en temps pendant plusieurs heures et j'y mhm, prends vraiment du plaisir, étonnamment. Et
je tourne toujours à chaque fois que je relance, c'est toujours un plaisir renouvelé. Donc Witcher 3, Alors moi je sais que je conseille. tu conseilles. Ah, je Ouais. conseille Moi, fortement, surtout qu'aujourd'hui on le trouve pour vraiment pas cher. Donc ceux qui sont passés à côté, je regrette d'être passé à côté à l'époque. Bah moi il est dans mon backlog. Donc il y a mon beau-fils qui y joue. Et je le ferai un jour. Hmm. C'est pas ton beau-fils qui est en train de pleurer derrière parce qu'il est un peu jeune pour Witcher 3. Non, ça c'est mon fils. Voilà, parce qu'il faut quand même noter que Witcher 3 c'est un jeu qui est très adulte, il y a des scènes de sexe, il y a beaucoup de violence, donc ça n'a pas à mettre entre toutes les mains. Voilà. Ouais, et puis c'est surtout les thèmes abordés, je pense. Le simple fait que le personnage principal est un monstre et est rejeté par la plupart des gens. C'est un jeu qui parle beaucoup en tout cas, c'est comme ça dans les livres. Ah, c'est un jeu qui parle beaucoup du racisme, effectivement, de l'exclusion, et c'est un jeu adulte, très bien écrit, parfait, à faire. Et maintenant, on va passer un peu à nos recos, à nos coups de gueule, nos coups de cœur. Alors Bruno, cette semaine, enfin ce mois-ci, qu'est-ce qui t'a marqué? Alors moi, il y a deux choses. Il y a une première qui est jeu vidéo, c'est l'annonce de Cadence of Hyrule, qui sera donc le deuxième Zelda à sortir en 2019, on a le remake du jeu Game Boy qui me plaît beaucoup aussi, qui a été annoncé. Et ce qui me plaît dans cette annonce, c'est que Nintendo se permet de prêter une de ses plus grosses licences à un petit studio indépendant. Pour expliquer rapidement le concept de Cadence of Hyrule, c'est un jeu de rythme, puisqu'on se déplace et on attaque en rythme dans l'univers de Zelda. Et ça m'interpelle, parce que le studio avait fait un jeu qui s'appelait Crypt of the Necrodancer, donc qui était exactement ce même principe, jeu auquel je n'ai absolument pas pu jouer. J'ai essayé, hein. J'y arrivais pas, j'ai jamais passé le premier donjon. J'ai beaucoup rage quit. Et donc je suis très intrigué de ce que peut apporter Nintendo là-dessus, puisque Nintendo c'est quand même les partisans des gameplays tout niveau, c'est-à-dire que tu sois débutant ou confirmé, tu trouveras quelque chose à faire avec leur jeu. Et est-ce qu'ils ont participé au développement? Est-ce qu'ils ont aidé? Je sais pas, mais en tout cas j'ai envie de voir. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. Et en tout cas je suis agréablement surpris que en gros Nintendo se permet de refile comme ça un petit dev pas très connu, une grosse licence phare en disant bah tiens vas-y adapte-la à ton concept parce que ton concept est bon. Et ça ne fait que renforcer l'image que j'ai de Nintendo qui est quand même les mecs les plus ouverts d'esprit que je connaisse à ce niveau-là quoi. Et toujours en attente d'innovation. Donc ça c'est bien. Donc Bah ça c'était écoute, pour le truc jeu. en espérant qu'ils ont quand même mis presque plus de 20 ans pour se remettre de l'incident CDI, donc en espérant que ça marche bien quoi. Ouais, ouais c'est ça ouais, on verra bien. Et puis la deuxième chose, c'est lié aux jeux vidéo sans lettres, c'est la série Netflix qui est sortie qui s'appelle Love, Death and Robots. Et j'ai trouvé qu'il y avait un côté très jeu vidéo dedans, sur certaines approches, alors probablement parce qu'il y a quelques épisodes en image synthèse. Mais voilà, je conseille. C'est pas la meilleure série de science-fiction du monde, mais ça se regarde vite et bien, et ça fait plaisir d'avoir des petites scènes comme ça, comme des nouvelles de SF. Je trouve ça, c'est pas toujours égal, c'est pas toujours bien, mais moi j'ai bien aimé globalement. Je Oui trouvais c'est ça très vrai, bien. j'ai vu, je confirme. À faire. Bah écoute, moi j'ai un coup de cœur, qui est pas un coup de cœur que j'ai depuis longtemps. C'est pour une chaîne YouTube. Mhm. C'est la chaîne YouTube Ouais. d'Archipel. Je sais pas si tu connais. Qui Oui, était, si, je connais, ouais. voilà, j'imagine que tu connais, qui est en fait anciennement qui était Toco Toco, une émission Mhm. de la regrettée chaîne No Life. C'était une émission par Anne Ferrero à l'époque et qui au Japon allait rencontrer des artistes, pas forcément de jeux vidéo, mais ça peut être aussi des joueurs de mahjong, des artistes musicaux, des peintres, etc. C'est toujours très très bien monté avec une musique d'ambiance qui est toujours, je trouve que c'est toujours très apaisant et c'est, il n'y a pas ce côté entretien, interview un peu intrusif. C'est en fait on suit des créatifs qui parlent de leur métier, Mhm. qui parlent de leur quotidien et c'est super. Là, le dernier épisode qu'ils ont fait justement est sur Capcom. Ils sont allés à Osaka dans les D'accord. studios, rencontrer justement entre autres Itsuno sur Devil May Cry et Mhm. sur Resident Evil 2. Je ne sais plus quel est le nom du réalisateur, ça m'échappe. Et c'est vraiment une super chaîne YouTube qui est pas assez connue, je trouve. Ils font un boulot, c'est incroyable, c'est vraiment un travail pro. Déjà à l'époque de No Life, c'était génial, c'était une mission préférée. Et là, sur YouTube, on retrouve tous les épisodes. C'est vraiment mon coup de cœur, je le recommande fortement. C'est vraiment une super chaîne YouTube qui mérite vraiment d'être connue. Bah, Voilà. moi, je vais enchaîner sur un micro coup de gueule.
pareil, quelque chose que j'ai vu passer cette semaine et donc j'ai un peu détaillé. Ce sera Steam, mon coup de gueule. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Steam a changé en toute discrétion, parce qu'ils le font toujours en toute discrétion, son algorithme de mise en avant des jeux courant octobre. Et en fait, depuis, sans que les studios puissent savoir pourquoi ni comment, énormément de petits indépendants et petits studios indés voient clairement leurs chiffres chuter, et chuter de façon considérable, sur des jeux qui étaient des longs sellers jusqu'à présent et qui se vendaient de façon régulière, et ils peuvent le dater, une soirée d'octobre et le changement d'algorithme de Steam, certains ont perdu jusqu'à 70% de leurs revenus. C'est énorme. C'est énorme. Et pour certains, on parle de leur seul revenu et de leur seule façon. Enfin voilà, studio indépendant, ils gagnent déjà pas des milliers des cents. En général, ils sont sur des marchés de niche. Et le fait que Steam leur mette. Et surtout ne leur donne aucune explication et aucun. Rien. C'est le silence total de la part de Valve, qui, comme toujours, et qui dit bah non, nous ça marche comme on l'entend. Alors, est-ce que Steam essaye de draguer? Il y a plein d'hypothèses à l'heure actuelle, ils en sont réduits à ça, et quand je lis les échanges des développeurs indépendants un petit peu, donc ils se disent, est-ce que c'est Epic qui a foutu la trouille à Steam, et donc ils essayent de mettre en avant les AAA pour redraguer les éditeurs et pour éviter d'avoir trop de pertes, parce qu'ils savent que c'est le moteur, entre guillemets, des ventes. C'est les gros jeux qui vont amener des nouveaux joueurs et pas les petits trucs indépendants. Il faut être un joueur confirmé pour aller fouiller les indés Steam. Oui, En ça, mais ça va peut-être encourager des développeurs indés d'aller justement aller chez Epic Games Store en disant j'aurai plus de visibilité. Oui, et en plus pour moi c'est prendre le problème à l'envers, c'est que je considère qu'aujourd'hui c'est les indépendants qui t'amènent sur une plateforme. Et pas. Il suffit de voir la Switch. La Switch, ok, elle a eu une killer app au départ, mais ce qui fait vivre aujourd'hui cette console, c'est tous les jeux indépendants qui ont été portés dessus. La 360, ce qui faisait sa force à l'époque, c'était son Xbox, je sais plus comment ça s'appelait, arcade, oui, machin. Le Live Arcade, ou je sais plus comment on appelle. Le Live Arcade, le XBLA. qui nous a amené, voilà, le XBLA, qui nous a amené une vague de jeux absolument mémorable. Ce qui a fait la force de Steam au départ, c'était ça. C'était les petits jeux qu'on trouvait pas justement en box. C'est pour ça qu'on est allé sur Steam. Pas, bon, une fois parce qu'on n'avait pas le choix au départ, mais une fois que tu y étais, t'achetais des jeux que tu pouvais pas trouver à la Fnac ou à Carrefour ou à Darty et qui étaient là, et c'était des jeux indépendants. Et que Valve se permette comme ça de cracher à la gueule, enfin, ou du moins de s'en foutre complètement. Je pense que c'est plutôt ça. Je pense que c'est plutôt ils s'en foutent. Ils font leur vie. Alors jusqu'à présent, ils faisaient leur vie tout seuls. J'ai bien peur que maintenant, est-ce qu'avec l'Epic Game Store, ils devraient peut-être quand même un peu changer leur façon de faire. Bah, c'est ça, c'est que je pense qu'ils font une grosse connerie. Je pense qu'aujourd'hui, alors les indépendants, c'est toujours le problème, c'est à quel moment tu mets la barre de qualité de jeu, qu'est-ce que tu appelles un jeu de qualité, et voilà, parce que c'est quand on tout voit le monde le ne peut catalogue Steam, pas être FTL ou Into the Breach, hein, clairement. c'est ça. Ouais, mais bon, si tu veux, il y a quand même ça, et entre le simulateur de russe bourré que j'ai vu sur Steam, fait par un mec sur le moteur d'Unity avec les assets de démo, il y a quand même il y a un gap. Tu peux arriver à faire. Je pense qu'il y a moyen d'écrémer malgré tout et de faire un peu de curation sur ce magasin parce que c'est devenu n'importe quoi. Euh, mais est-ce que tuer les petits studios indépendants va les aider? Je suis pas sûr. Et pour l'instant, c'est ce qu'ils font. Donc compliqué. Écoute, très compliqué comme histoire. À voir. Bah écoute, merci pour ce coup de gueule. Bah voilà qui va conclure en fait notre émission. Bah, c'était voilà le pilote. On teste. La qualité n'est pas forcément toujours au rendez-vous en qualité audio, donc on verra. Et le mois prochain, on essaiera de refaire une émission, voilà, toujours orientée sur forcément pas forcément des vieux jeux, mais des jeux récents avec une vision sur ce qu'ils ont apporté par le passé dans leur saga. Écoute, merci à toi Bruno. Merci Thomas. Et puis au mois prochain. Et au mois prochain. Mais allez, à plus.